Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau vlog, et vous l'avez attendu parce que c'est le vlog du tirage au sort des 8000 abonnés. Vous allez enfin pouvoir savoir si vous avez remporté un des lots, et je vais répondre à toutes vos questions, celles que vous m'avez posées lors de la demande de la fac, et cette vidéo sera donc la fac des 8000 abonnés. C'est parti, tout de suite, maintenant, je réponds à tout. Alors quand je dis je réponds à tout, évidemment, j'ai quand même sélectionné quelques commentaires. J'ai aussi sélectionné principalement les questions, parce que certains, malgré ce que j'avais demandé, ont posté en commentaire, mais sans que ce soit une question. Malheureusement, ils ne pourront pas être tirés au sort, parce qu'une question doit comporter un point d'interrogation, et c'est là-dessus que je me baserai pour faire mon tirage au sort. Désolé, il y avait des règles, il fallait juste être logique. Et puis après, il y avait quelques commentaires qui se répétaient. Du coup, j'ai décomposé ça en 7 grands thèmes, 8 même si je ne me trompe, puisque on est aux 8000 abonnés, donc du coup ça fait 8 thèmes qui se décomposeront, alors pas forcément dans cet ordre-là, mais avec donc atelier, aménagement d'atelier, événement. Ensuite, mon expérience hobby dans le milieu du hobby, tout ce qui est sculpture, ensuite jeu, parce qu'il y a beaucoup de questions autour du jeu, matériel en général, ce qui ne rentre pas dans l'atelier et ce qui ne rentre pas dans la peinture, parce qu'il y aura aussi une section dédiée à la peinture, et puis ensuite tout ce qui concerne la chaîne, donc une section YouTube. Je ne sais pas par quoi je vais commencer, mais on va dire atelier, et je vais commencer à répondre à vos questions, et le tirage au sort viendra en fin de vidéo. J'ai tenté de me faire un petit setup assez cool, c'est pour ça que je filme avec la webcam comme ça, juste à côté du bureau, et puis comme ça me permet aussi d'avoir un retour au niveau vidéo sur mon écran, parce que sinon je vais pas me souvenir de tout ce que vous avez posté. Vous êtes nombreux à avoir voulu participer à ce tirage au sort. Donc je commence avec la section atelier, parce que comme ceux qui y suivent bien la chaîne peuvent l'avoir compris, j'ai déménagé il y a peu, et donc du coup sur la chaîne va suivre des vidéos d'aménagement d'atelier, parce que je vais me faire un atelier, enfin un espace dédié. Disons que j'en avais déjà un depuis une dizaine d'années, mais qui au fur et à mesure de l'évolution de ma vie, c'était un petit peu encombré, forcément, était devenu un petit peu petit, un petit peu étriqué, et j'ai ressenti le besoin d'avoir plus grand, ou au moins d'avoir quelque chose de bien séparé des zones de vie, et donc je vais faire des vidéos autour de ça. Donc certains m'ont posé des questions là-dessus, notamment je commence avec les forgeurs de monde, et donc qui dit je participe et je profite donc de cet alignement entre occasion de poser la question et ton changement d'atelier pour demander, en lien avec ton changement d'installation, dans le cadre d'une installation d'un espace fixe, comment estimes-tu qu'il soit bon d'être positionné et orienté par rapport à une fenêtre orientée au sud, dans une pièce surtout, concernant donc la source de lumière naturelle? Attention, c'est très précis, comme nous sommes dans une pièce orientée au sud. Alors, orienté au sud, déjà c'est très bien, parce que du coup vous auriez, vous allez avoir une lumière assez puissante, à peu près tout le temps. Le truc, c'est que il faut faire attention à la lumière du soleil directe, parce que du coup, si ça passe vraiment à travers les fenêtres, ça va être un petit peu fatigant pour les yeux. Donc des fois, il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu des filtres, hein, sur les fenêtres, que ça soit en haut, ou alors à gérer un petit peu sa lumière. Moi personnellement, j'ai une fenêtre qui est pas très loin de mon installation de figurines, mais j'aime bien aussi avoir des lumières d'appoint pour pouvoir contrôler la lumière tout au long de la journée finalement, et ne pas dépendre uniquement de l'orientation du soleil. Par contre, c'est très bien, je pense, d'aménager son atelier à côté d'une source de lumière naturelle, donc d'une fenêtre, parce que la lumière naturelle sera ce qui est le meilleur pour nos yeux. La LED, c'est pas bon. Travailler avec une petite luminosité, c'est pas bon non plus. La lumière du soleil sera ce qui se fait de mieux. Par contre, vous êtes soumis forcément aux périodes de jour. Pour ceux qui bossent tard ou ceux qui bossent tôt, c'est quand même un peu compliqué, mais c'est toujours bien, je pense, d'installer son plan de travail à proximité d'une fenêtre. Alors pas forcément devant, parce que je pense que ça peut quand même gêner, mais je pense que un à côté, ça peut être pas mal. Alors si vous n'avez pas le choix et que votre fenêtre est au milieu du mur et que vous voulez positionner votre plan de travail contre le mur, et donc face à la fenêtre,
À ce moment-là, faites-vous un virage, faites-vous un bureau en T, comme on appelle ça, c'est-à-dire faites-vous un bureau peut-être assez long, avec une partie centrale sur lequel vous pouvez vous mettre soit à gauche, soit à droite, avec la lumière qui vient soit de la gauche, soit de la droite, donc comme ça, si vous n'aurez pas la lumière de face, vous pourrez gérer un petit peu votre luminosité avec des lumières qui seront face à vous, et par contre, quand la lumière du soleil et du jour sera là, vous aurez la lumière de côté, ça je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, on a Xavier qui nous dit je participe, je dois aménager mon bureau de peinture et du tout, comme tu dois tout refaire ton bureau, sais-tu où te fournir en bureau adapté à notre passion et chez qui nous fournir pour organiser tout le rangement, peinture, aéro, pinceau, tout ça. Alors, se fournir en organisation de bureau, il y a beaucoup beaucoup de marques qui existent. Moi personnellement, mes racks de peinture viennent de chez Hobbyzone, ils sont assez vieux, mais Hobbyzone c'est dans les premiers à avoir fait vraiment des systèmes composables, avec un système de configuration en ligne. J'avais fait une vidéo autour de ça. Je pense quand même que ça reste encore un petit peu les meilleurs. Ils sont pas très chers, c'est des organisateurs découpés au laser. J'ai pas de partenariat avec eux, hein, je partage ça avec vous comme ça, j'ai pas de com là-dessus, mais je pense vraiment qu'ils ont un bon truc. Ils ont un système de configurateur en ligne. Vous mettez les dimensions de votre bureau et vous pouvez voir un peu les modules qu'ils ont qui peuvent rentrer ou non, et du coup composer votre bureau entre un étage de rack de peinture, mais aussi deux voire trois. Alors trois, je pense que ça fait un peu haut, hein. Après vous allez tendre le bras pour attraper votre pot de peinture, c'est pas trop le comment c'est pas bon, c'est pas bien, vous allez vous fatiguer pour rien. Mais je pense qu'ils sont vraiment vraiment pas mal, donc allez voir de ce côté-là. Et après, j'ai pas en tête là tout de suite les autres marques, mais il en existe beaucoup. Je pense que chacun, il y en a qui vont préférer fabriquer leur propre présentoir. Moi, je pense que quand il y a du tout fait comme ça, qui est à un prix vraiment correct, ça sert à rien de s'embêter avec des solutions de briquet de broc. Essayez de voir, allez voir sur le site et je pense que vous allez être séduit. Pour ce qui est des bureaux, honnêtement, moi je préfère me construire mes bureaux moi-même parce que j'ai jamais le bureau adapté. Je fais ça depuis que je suis tout petit, hein. J'ai toujours demandé à mes parents d'aller chercher une planche de mélaminé blanc, je me souviens très bien. Et j'ai testé plein de trucs. J'ai testé les bureaux où on faisait des découpes à l'intérieur, comme ça j'avais mes coudes qui étaient reposés, puis je pouvais en mettre partout autour de moi. C'est pas forcément la meilleure solution, mais j'ai toujours vraiment composé mes planches, au début qui était genre juste une bête planche posée sur deux tréteaux. Mais je me souviens, j'ai eu, allez, peut-être 4, 5, 6 bureaux, toujours fait avec la même planche de mélaminé bien épais, là, que j'allais chercher avec mon père en disant, bah, cette fois j'aimerais bien un bureau avec, je sais pas moi, 90 de profondeur ou des choses comme ça, ce qui était beaucoup trop. Aujourd'hui, je suis à 70 et c'est très bien, ça me permet de mettre un A4 avec un clavier devant et puis éventuellement des racks à peinture derrière si on n'a pas les PC et les ordi comme ça devant. Là, c'est mon coin stream, et évidemment à côté il y a le coin peinture où j'ai tous les racks de peinture qui sont organisés autour, comme vous avez pu déjà le voir dans d'autres vidéos. Et du coup, je pense que c'est mieux de le fabriquer. Et là, moi j'ai un bureau qui fait 3,50 m de long par 70 de profondeur avec des trucs. Alors, c'est le même bureau que j'ai pu réutiliser, hein, pour ceux qui avaient vu que j'avais déménagé. Donc, j'ai pu récupérer le même bureau que j'avais fabriqué grâce à une planche de penderie. Donc c'était vraiment le côté d'une planche assez épaisse de bois mélaminé qui a été recouvert avec de la fibre. Et puis en fait, j'ai découpé des montants dedans, j'ai renforcé ça avec des coins en métal, et je me suis fait ce que je veux en bureau. Mais parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Après, aujourd'hui, si je devais partir dans un truc du commerce, je pense que je me pencherais quand même sur au moins une partie de mon espace avec un bureau assis debout, c'est-à-dire les nouveaux bureaux qui sont sur plan télescopique là et qui peuvent permettre de bosser un petit peu debout quand vous avez envie de changer de position, ce qui est bien bien pour le dos. Vous faites monter votre bureau puis vous travaillez dessus. En plus de mon bureau fixe, j'aimerais bien avoir peut-être ce genre de truc, et je pense que pour quelqu'un qui veut vraiment acheter du tout fait, il faut se pencher sur ce genre de solution parce que même si ça paraît onéreux, la santé du dos c'est indispensable, donc il faut bien se positionner au niveau de ça, et il faut aussi avoir une bonne chaise. Il ne faut pas forcément penser que plan de travail, il faut penser aussi assise. Ça, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des vidéos autour de ça. Donc, je vous invite à aller voir sur la chaîne au niveau de ça. Ensuite, il y a Chris qui nous dit, puisque tu vas tout péter dans ton nouvel atelier, quel est l'élément indispensable que tu n'avais pas dans ton ancien établi depuis 10 ans et que tu vas absolument installer dans le nouveau? Alors, c'est pas un aménagement d'établi dont je vais parler, mais ça va être un truc autour des impressions 3D. Comme on a la section atelier,
j'avais en gros un espace de travail qui était dédié à l'impression 3D, donc j'avais plusieurs plans de travail dans mon ancien atelier, donc il y avait un plan de travail vraiment pour le moulage, un plan de travail laser, un plan de travail découpe du bois, un plan de travail, voilà, j'avais un peu de place quand même. Là, je vais avoir encore un tout petit peu de place, mais ce que je pouvais pas faire dans l'ancien atelier, c'était cloisonner, et c'est très important d'avoir du cloisonnement dans un atelier, du cloisonnement intelligent, pour pas que les poussières et les différents solvants et tout ça se mêlent, ou même arrivent, nous, dans nos bronches et tout ça. Dans l'ancien atelier, j'avais tout ça dans le même espace, qui était séparé par des plans de travail différents, mais qui n'étaient pas cloisonnés les uns des autres. Là, ce que je voudrais faire, c'est vraiment isoler tout ce qui est machine 3D et également le laser dans un local à part. Donc ça veut dire que je vais faire une cloison à l'intérieur de mon nouvel atelier pour que les machines soient à l'intérieur, avec un système d'aération qui ira vers l'extérieur, et enfin un système d'aspiration et de rejet des fumées qui ira vers l'extérieur, et comme ça, l'espace vraiment impression 3D, ça séparait de l'espace de production et de travail du bois ou ce genre de choses. Ce qui est important à la fois pour les machines d'impression 3D, parce que du coup ça les isole, ça permet aussi de garder de la température dans ce local-là pour la température de la résine, les impressions et tout, et puis à la fois pour nous, parce que du coup quand on est en dehors de l'atelier, on n'a pas besoin de respirer les vapeurs de résine, ce genre de trucs, et donc c'est bien d'avoir quelque chose de bien séparé, donc c'est ça que je ferai en priorité. Et puis donc Tefcan qui me dit: j'adore les aménagements d'atelier, vivement les prochaines vidéos, je participe. Selon toi, le matériel et sa disposition contribuent à travailler détendu? Eh ben oui, complètement, complètement. Comment partir là-dessus? Tout le monde n'a pas la possibilité ou même le choix d'avoir un atelier fixe et d'aménager son espace comme il veut pour, par exemple, les personnes qui sont en location, on ne peut pas casser les murs comme on veut ou ce genre de choses. Par contre, si vous avez la possibilité d'avoir une sorte, pas un atelier qu'on déplace à chaque fois, parce que ça je pense que c'est vraiment relou, si vous pouvez éviter d'avoir ça, même un tout petit truc, là vous allez vous péter le dos. Mais maintenant il existe des espèces de placards que vous pouvez fermer, et vous avez juste à ouvrir, et hop, vous avez tout votre matériel de hobby et potentiellement vos projets qui sont déjà prêts, et puis hop, c'est fermé si vous voulez pas que ça se voit à côté. Ça je pense que c'est vraiment bien comme disposition pour travailler sereinement, et pour pas trimballer ces systèmes de peinture et tout ça. Pourtant, j'ai ça juste à côté, hein. Ça je le trimballe en salon régulièrement, je vous en ai déjà fait des vidéos, c'est hyper pratique, mais j'ai mon poste de travail fixe, et j'ai tout réinstallé autour, et j'ai pas besoin de sortir ça à chaque fois. Ça c'est parce que je rentre de la saison des salons, donc forcément je trimballe un petit peu de matos avec moi, c'est très pratique, mais c'est pas une finalité en soi. Ne portez pas tous vos choix sur des systèmes transportables. Essayez peut-être à un moment donné d'avoir une grosse armoire fixe. Alors, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas possible pour tout le monde, mais je pense qu'avoir un atelier où on a très peu de choses à mettre en place pour sa sérénité et puis son efficacité dans son hobby, c'est quand même indispensable. Voilà pour cette première partie, on va passer à mon expérience dans le hobby. Parce que là, vous avez eu beaucoup de questions qui ont popé autour de ça. Je vais essayer de globaliser un peu tout ça. Donc je vais commencer par, au hasard, félicitations pour tes 8K. Mystic Gris, je participe. Depuis combien de temps es-tu dans ce hobby? Donc ça peut être rapide. J'ai connu la figurine un petit peu, je dirais, autour des années 95-96. Ensuite, je m'y suis vraiment commencé à m'y mettre. Enfin, j'ai commencé à peindre ma première figurine en 97, exactement, je me souviens. Et ensuite, je m'y suis mis vraiment en 98, et à partir de ce moment-là, je n'ai jamais arrêté. Et par contre, ma société, ma Artprod, mon service de figurines, lui existe depuis 2011 exactement. J'ai commencé, on va dire, le service en 2010, un petit test avec des potes et tout ça. Puis après, j'ai vraiment lancé la boîte en 2011. Donc voilà, depuis combien de temps je suis dans le hobby, ce qui est en somme toute pour une personne de mon âge assez. Alors, je suis pas dans les plus vieux en fait, parce que du coup j'ai grandi dans une région pauvre en hobby, avec très peu d'initiatives autour du hobby. J'ai créé mon propre club avec des copains quand j'étais au lycée, sinon il n'existait rien dans ma ville, il n'y avait pas de magasin, je connaissais pas de Games Workshop, j'ai connu Games Workshop après avoir commencé la figurine. Du coup, voilà, je suis pas. Il y a des gens de mon âge qui vont avoir commencé le hobby à 8-10 ans. Moi, c'est pas mon cas, j'étais un peu plus vieux, parce que ça n'existait pas la figurine chez nous. Voilà.
Peux-tu retracer ton parcours? Bah, c'était ce que j'étais en train de faire et ça va, découler autour de ça donc Benji Shiro, t'inquiète pas, je vais répondre à ta question au fur et à mesure et j'ai déjà commencé. Mylène je participe, voici ma question: quel parcours ou formation t'a amené à devenir sculpteur de figurines? Alors, j'ai malheureusement pas fait de vrais cours de sculpture, je me suis vraiment fait tout seul. Je suis complètement autodidacte là-dessus parce que j'ai jamais fait d'études d'art au niveau de la sculpture. Au début, j'étais parti sur des études d'histoire, qui, bon, bah voilà, hein, c'est un parcours classique d'étudiant à la fac, ça ne marche pas tout le temps. Et puis à l'époque, on a besoin de se défouler un petit peu. Du coup, bon, j'ai abandonné la fac en licence, on va dire, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, mec, tu vas pas faire des petits boulots toute ta vie. Donc du coup, j'ai repris des études en architecture, et là, j'ai été diplômé en architecture d'intérieur et scénographie, et donc du coup, ça n'a absolument rien à voir là-dedans. J'ai pas fait du tout de sculpture au cours de ces études-là. Mais c'est par contre pour mettre du beurre dans les épinards finalement que j'ai lancé ce projet de service. Je faisais déjà un petit peu de la conversion pour moi et pour les potes, et puis à un moment donné, j'ai eu besoin d'argent dans mes études, et du coup je me suis dit, tiens, pourquoi pas monétiser un peu mes services. Et donc du coup j'ai commencé à vendre mes figurines et puis petit à petit en faisant au début des décors, des figurines, des petites conversions, petit à petit t'en viens à la sculpture, à créer une figurine entièrement. Au bout d'un moment quand tu as ta première figurine sculptée tu te dis pourquoi je la produirais pas, et de fil en aiguille c'est comme ça qu'est née ma petite gamme et que j'ai lancé mon service, j'ai fait de la conversion pour les gens et puis après j'ai fait ma gamme de figurines. Voilà comment j'en suis venu à la sculpture, mais pas du tout par des études finalement. Euh, Quel a été ton premier jeu avec figurines? Alors là, classiquement, ça va être Warhammer, hein. J'ai commencé avec Warhammer 40 000 et la boîte V4, la belle illustration de John Blanche que vous voyez avec presque une pyramide de Space Marine sur un dernier carré de Black Templar. Voilà, c'est le visuel qui me revient en tête, et encore aujourd'hui, avec la disparition de Jeune Blanche récente, c'est quelque chose qui fait, qui fait quelque chose au cœur. C'est une boîte que j'ai encore, que je conserve précieusement, parce que du coup, le visuel, j'aimerais bien l'encadrer et tout ça, donc peut-être que ça sera le cas dans le nouvel atelier. Donc voilà, j'ai commencé avec 40K, et puis après, au niveau du club que j'avais créé avec les potes, ça a rapidement dérivé sur Warhammer Battle, où j'avais une armée de rois des tombes, et on a fait beaucoup de tournois et d'organisations autour de Warhammer Battle, même si j'ai toujours été plus attiré par l'univers de 40K et que j'ai beaucoup plus joué. J'ai été un joueur de tournoi pendant quelques années à 40 000, mais je me suis arrêté de jouer je me suis arrêté de jouer sérieusement en V6, j'ai encore un petit peu joué en V7 et après j'ai complètement abandonné. Euh, Comment fais-tu pour garder autant de motivation? As-tu des hauts et des bas dans ta passion de figurine? Alors des hauts, des bas dans la passion de figurine, pas vraiment, je dirais. J'arrive à garder la motivation tout le temps. Je suis quelqu'un qui ne s'ennuie jamais. J'ai cette force-là. C'est facile à dire comme ça, hein. Les gars, ils vont dire, ah d'accord, il s'ennuie jamais. Mais en gros, je sais pas, j'ai toujours des idées dans la tête, que ça soit pour tout et n'importe quoi. Donc du coup, si jamais je me démotive sur un projet, je vais partir sur un autre. J'en ai beaucoup. Et en fait, mon esprit, moi, il fonctionne avec plein de projets en tête qui mûrissent longtemps. En fait, je vais avoir une idée qui va se développer longtemps, et à partir du moment où elle est mûre, paf, ça y est, je pars sur un projet et je suis capable de le faire de bout en bout parce que je sais précisément ce que je veux, parce que l'idée c'est vraiment construite à l'intérieur de mon crâne, quoi, on va dire. Du coup, si jamais je suis un peu démotivé par un projet, parce que je finis pas tout d'un seul coup, hein, faut pas rêver non plus, j'ai tellement de projets en cours à côté que je peux me lancer sur un autre truc et tout ça, donc voilà, je me démotive jamais là-dessus, c'est pour ça que peut-être que j'en ai fait mon métier, c'est un métier que j'aime, donc du coup, voilà, si c'était pas une passion complète et que j'y allais à reculons, peut-être que je pourrais m'ennuyer, et là c'est pas le cas, donc je suis content de ne pas pouvoir me démotiver. Comptes-tu te faire une figurine mascotte Maharprod qui sera dispo sur les salons pour Vincent Bernus? Alors Vincent Bernus, on a l'impression qu'il lit dans ma tête, mais peut-être parce qu'il me connaît un petit peu. Mais vous avez mon logo qui est là, qui a été, pour ceux qui me suivent un petit peu, légèrement rénové, c'est-à-dire que j'ai cleané un petit peu via Photoshop ce visuel qui me suit depuis longtemps, qui est un avatar que j'avais pris parce que ça me faisait penser à un tourmenteur Eldar Noir et que mon pseudo fait référence à ça. J'ai écrit mon pseudo à la manière des Eldar Noirs, avec l'alphabet Eldar Noir, de manière qu'il soit un petit peu imprononçable, ce qui était
a posteriori un petit peu débile pour en faire un nom de produit, parce que les gens ont tendance à mal prononcer, mal l'écrire, me confondre avec d'autres, ou parfois les trois à la fois, hein. Donc voilà, oui, oui, il y a une figurine qui va sortir inspirée de ce personnage-là, et qui fera donc partie de ma gamme, et qui sera un peu la figurine mascotte. Il viendra en mode tourmenteur comme ça, avec une petite option, peut-être même deux, et puis sûrement un petit familier. Donc bien joué, tu avais deviné Marneus. Frédéric, félicitations pour cette super figurine pour Octogone. Bah, merci beaucoup à toi. Quel a été pour toi ton projet le plus impactant, celui qui a en bien ou en moins bien été un tournant dans ta vie de hobbyiste? Alors ça c'est assez facile à répondre parce que je crois que je l'avais déjà dit. En gros le plus gros projet, un des plus gros projets, parce qu'il y a eu des titans, des trucs comme ça, mais le projet le plus abouti, le plus complet que j'ai fait pour mon service, c'était la boîte complète du terrain Blood Bowl que vous avez pu voir en construction et puis en présentation finale sur la chaîne. C'était vraiment un projet que j'ai conçu de A à Z, en accord avec le client, hein, en discussion, mais j'ai vraiment fait les plans de cette boîte de A à Z, ensuite la construction de la boîte, puis ensuite la déco, la peinture et tout ça. Et c'était le plus gros projet, celui qui m'a pris quand même pas mal de temps. Et donc, c'est celui qui a presque été le plus impactant parce que j'aimerais bien refaire encore ce genre de projet. Mais bien sûr, derrière, c'est des trucs qui sont un peu chers, hein. Quand c'est du toute option comme ça, forcément, c'est onéreux. Mais c'est vraiment quelque chose qui aura impacté. Après, qui a impacté aussi un petit peu en mal, dans le sens où forcément, c'est des projets qui sont longs. Donc, du coup, vous pouvez pas prendre d'autres projets entre les deux. Et donc, quand vous prenez pas de projet, les gens vous oublient un peu. Donc, du coup, il faut revenir ensuite pour refaire de la com. Puis c'est des projets qui, comme ils sont longs, vous avez l'impression qu'au début du projet, vous les avez bien vendus, mais c'est pas forcément le cas à la fin, parce que si on regarde au temps passé sur un projet comme ça et en coût matériel, finalement, c'est des opérations qui sont presque à zéro. C'est beau au niveau du projet fini, mais c'est des trucs qui devraient se vendre avec un ou deux zéros de plus derrière le chiffre qu'on a vendu à la base, sans problème. Quand on voit des Américains qui font des des River Tables là, et qui te les vendent 10 000 euros, en fait, pour le temps passé dessus, des fois les prix sont pas déconnants, et ça devrait être ça, quoi. Après, je sais que c'est pas possible, hein, mais bon, voilà. Donc sinon, c'est quand même des super projets, et c'était cool. Alexandre, il me semble que tu faisais des tables sur commande, en fais-tu toujours? Je viens d'en parler. Oui, j'en fais toujours. Non, n'ai pas fait depuis longtemps parce que c'est pas vraiment dans le mood du moment. Non, les gens, ils sont plus décor tout fait, pré-peint. En plus, on a vu ce qui va potentiellement sortir chez Games. Donc voilà, et puis c'est beaucoup plus pratique de balancer un néoprène dessus que de commander une table toute faite. Malheureusement, c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire. Alors, est-ce que les gens bientôt voudront une table vraiment fixe? Parce qu'on peut faire quand même du fixe et du modulaire. On n'est pas obligé d'avoir un plateau de 180-120 complètement full dur. On peut avoir des plateaux de 60-120 qui s'assemblent dans tous les sens. Donc oui, en effet, je pourrais refaire ça, et je suis ouvert à toute proposition, il n'y a pas de souci, contactez-moi si vous avez des projets de table, je suis à même d'y répondre. Il m'a posé une autre question: tu as de plus en plus de tatouages, quels sont tes prochains projets? J'en ai un sur la fesse, attendez, non, je rigole. Non, on va pas parler tatouage là, mais si jamais tu me croises en salon, n'hésite pas à me poser des questions, mais en effet, le bras n'est pas fini, et je pense que ça va continuer à se remplir. Laurent, qu'est-ce qui t'a fait franchir le cap de vivre de ta passion de la sculpture? Je déteste les patrons. Voilà, c'est assez rapide comme ça. Donc je préfère être mon propre patron et être mon propre connard comment vivre au service de quelqu'un d'autre. Et donc du coup, c'est un peu le truc qui m'a fait franchir le cap. Je pense que tous ceux qui ont goûté à l'indépendance auraient du mal à revenir en arrière. J'en ai déjà discuté avec de nombreux collègues, et c'est souvent le cas. Et quand on est un artiste, on a envie d'avancer par soi-même. On a tellement d'idées qu'on peut pas vraiment se baser sur, rester au service de quelqu'un. Et donc du coup, je préfère créer mon propre boulot plutôt que d'attendre qu'on m'en donne. Enfin, voilà, c'est juste ça. Et donc si je peux faire le maximum de sculpture et de vivre de ma passion, je continuerai.
Dacadius, quelles sont pour toi les choses, règles importantes pour travailler dans le milieu? Eh ben, il faut être carré. Contrairement à ce que je viens de dire en disant que j'aimais pas les patrons, ça veut pas dire que je suis pas organisé. Pour travailler dans le milieu, il faut s'astreindre à des horaires de bureau pour moi, parce que sinon vous allez vite vous épuiser. J'en vois beaucoup qui streament le soir. Honnêtement, c'est parce que vous n'avez pas de vie de famille. Au nom des réseaux, parce que les réseaux fonctionnent le soir, il faudrait faire ces vidéos le soir et ces streams. Non, vous n'avez pas à vous imposer ça. Je pense qu'il faut, enfin moi pour moi, en tout cas ça fonctionne pour moi, hein, ça fonctionne peut-être pas pour les autres, il y en a qui ont des rythmes décalés. Moi j'aime bien me lever et être au boulot à 8h, et puis par contre vers 17h30, 18h je vais finir. Alors des fois je me fais des grosses sessions, je travaille d'ailleurs mieux la nuit, ou je travaille d'ailleurs mieux à partir de l'après-midi jusqu'à minuit. Donc ça m'arrive de dépasser un peu, évidemment, quand on est indépendant, on ne peut pas compter ses heures, ça n'existe pas ça. Mais par contre, astreignez-vous quand même à des horaires fixes. Ne répondez pas aux mails ou aux messages en dehors des horaires de boulot. Il faut vraiment discipliner les gens à ce qu'ils vous considèrent comme un artisan lambda. Moi, comment, je m'échine sur les gens, ils vont dire que je suis chiant, mais il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages sur Facebook, je vous réponds systématiquement, contactez-moi par mail. Quand vous contactez votre menuisier, votre plombier, vous lui envoyez pas un vocal sur Instagram ou sur Facebook. Vous m'envoyez un mail. Voilà, donc moi j'aime bien être carré, donc voilà, ça a toujours été facture, ça a toujours été horaire, enfin voilà, chacun son truc. Et je pense que bah il faut être organisé, quoi, voilà. Est-ce que tu as des commandes internationales ou ça reste très France? Oui, j'ai des commandes internationales. Régulièrement, le plus que j'ai, ça va être Belgique et Allemagne, je dirais. J'ai eu très peu Italie, un petit peu Espagne, et j'ai déjà travaillé avec les États-Unis et l'Australie. Et j'ai même envoyé des trucs en Thaïlande, je crois, mais c'est à peu près tout. Ah si, il y avait un pays en Afrique, mais alors je sais plus du tout. Je sais plus du tout ce que c'est, mais j'ai déjà envoyé un truc en Afrique. Voilà, mais sinon, non, c'est très franco-français. Si je devais parler en proportion, on serait à aller 90% de commandes en France. Ou francophone, en tout cas, pour inclure les Belgiques. De toute façon, la Belgique, c'est un peu la France, non? Pardon. David, toutes tes vidéos sont instructives, je participe, merci à toi. Peux-tu nous donner un ordre de grandeur financier pour commencer la figurine? Bah franchement, allez, on va faire les deux fourchettes extrêmes. Il vous faut 800 à 1000 balles pour commencer 40K. Voilà, point. Et donc du coup c'est hyper cher comme jeu, non? C'est vraiment super cher. Si vous voulez un super jeu, vous commencez avec Gazland et vous en avez pour 12 euros. Vous avez besoin du livret de règles et éventuellement de vous imprimer les gabarits, et après vous allez choper des petites voitures en brocante et tout ça, et ça ne vous coûte que dalle. Donc en fait c'est difficile de répondre à ça parce que ça va dépendre de vos aspirations en matière de figurines. Qu'est-ce que vous voulez faire comme jeu de figurines? Qu'est-ce que vous voulez investir? Il y en a qui vont pas commencer à 800 ou 1000 balles avec du 40K. Tu peux commencer à jouer dans l'univers de 40K avec par exemple des jeux d'escarmouches du genre Kill Team et tout ça, et t'en tirer pour peut-être 50 balles avec un peu de peinture. Et c'est pareil, est-ce que tu inclus dans ton début avec la figurine la boîte de figurines ou alors vraiment tout le matos? Dans ce cas-là, il y a un certain investissement à faire. Il faut pas voir que par l'argent, je dirais, et moi c'est ce qui m'a fait aussi un peu faire de la sculpture, c'est que bah, quand j'avais besoin d'un truc mais que je pouvais pas me le payer, je me suis dit bah, pourquoi ne pas me le sculpter. Voilà, donc chacun aura une réponse différente à apporter à ça. Je pense que il faut avant tout bah, vous poser et puis vous dire qu'est-ce que j'attends d'un jeu de figurines. Est-ce que je peux m'amuser juste avec des petites voitures? Dans ce cas-là, bah, franchement, il y a des jeux qui sont vraiment très bien. Enfin, Gazland, c'est vraiment génial comme truc si vous connaissez pas. Mais si vous voulez vraiment des figurines à pied, bah, peut-être aller voir vers les indépendants. Il y a des très bons jeux en indépendant avec des jeux qu'on dit du genre agnostique. Donc vous aurez avant tout le livret de règles, et puis après vous aurez juste à trouver des figurines qui vous plaisent. Et souvent c'est des jeux un peu d'escarmouche où vous avez besoin de aller 5 à 10 figurines grand maximum. Et donc le tarif d'entrée là il est très abordable. Quels univers fantastiques ou SF t'inspirent le plus dans ton métier de sculpteur de figurines? Alors je suis très 40K quand même, hein, même si je ne joue plus à 40K et que je ne jouerai certainement plus parce que le système de règles
ne me correspond absolument pas et que j'ai découvert que ça se faisait, mais enfin, qu'il y avait infiniment mieux à côté, je reste quand même très grimdark, et des personnages comme John Blanche m'inspireront tout le temps. Donc du coup, ça va être vraiment les univers de space opéra en général. Et quand c'est matinée de grimdark, là ça me plaît. C'est par exemple, Star Wars j'aime bien, mais c'est un peu trop lisse pour moi. Ou alors je vais aimer vraiment le côté dark et le côté Sith ou les trucs comme ça. Mais bon, les chevaliers de la lumière qui se battent pour les princesses et tout ça avec des vaisseaux tout lisses, c'est pas mon truc, quoi. Moi, j'aime bien les trucs un peu gothiques avec du crâne partout, et donc du coup, bah, nécessairement, 40K, ça m'a parlé assez rapidement. Et si je voulais partir un peu plus dans le fantastique, même si ça va être quand même post-apocalypse, bah, il y a le nouveau Trench Crusade qui me hype de fou, parce que bah, il y a vraiment un univers très 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 dark, voire même trash. Là, on est presque enfin, on est dans le grim dark plus, qui fait qu'on est vraiment dans le dark trash, quoi. Il y a des entrailles, il y a du sang, il y a de la boue, il y a de la violence. Enfin, c'est vraiment c'est poussé à son paroxysme, on va dire, et j'aime bien ce genre de truc. Jack Bear, arrives-tu à vivre dignement de ton activité figurine? Merci pour ce que tu fais. Alors c'est pareil, ça va être difficile de répondre parce qu'en fait, où est la dignité? En fait, ça va être très différent d'une personne à l'autre, ça va être très différent d'un milieu à l'autre. Moi, je suis issu d'un milieu vraiment moyen, on va dire. Hein. C'est pas un milieu riche, c'est pas un milieu pauvre, c'est la moyenne de la population. J'ai un père qui avait un boulot vraiment très physique et pas très très bien payé. On a appris à vivre avec ce qu'on pouvait, sans avoir jamais manqué de rien. Et du coup, je suis pas dans vouloir vivre avec énormément d'argent. Si vous voulez un prix, aujourd'hui je suis plus seul, hein, donc mais en étant quand j'étais pas en couple, je pouvais vivre avec 800 euros par mois. Là, ça va paraître impossible à tout le monde, mais en gros, avec mon service de figurines, à une époque, je faisais 800 euros par mois, et ça m'allait. Et avec ça, j'arrivais à dégager un loyer, j'arrivais à sortir, et j'arrivais à me faire plaisir avec de la figurine. Voilà, et tout n'est pas possible. Évidemment, c'était 800 euros et j'étais pas à Paris, hein, c'est pas possible pour tout le monde. Donc je vis en campagne, je me contente de pas grand chose. Donc voilà, arriver à en vivre dignement, peut-être que les gens qui se disent ah putain il fait que 800 euros par mois, non, ça va pas être digne. Alors je fais plus 800 euros par mois heureusement. Mais voilà, la dignité ça dépend ça dépend de chacun je dirais. Moi je trouve que ça va très bien. Sinon, je serais pas en train de déblatérer devant une caméra, hein, si je serais en train de trimer quelque part. Mais il y en a certains qui se diront, bah non, c'est pas assez, quoi. Donc, moi, j'estime que j'en vis. Est-ce que j'en vis bien? Je pense pas. C'est pas. J'aimerais bien plus. Mais je me satisfais de ça. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des questions? Oui, il y en a derrière la caméra. Je participe. Comment fais-tu pour réussir à vivre de ton métier et pour en dégager un salaire correct? Bah voilà, j'étais déjà en train d'en parler un peu. Pour quelqu'un qui aimerait se lancer, penses-tu que les salons type plus divers ou World Model Expo soient le meilleur moyen? Absolument pas. Faut absolument pas commencer par des gros salons comme ça parce que les gros salons comme ça ont évidemment des tarifs absolument exorbitants en matière de tenue de stand. Donc il vaut mieux commencer avec des petits salons qui font parfois, quand c'est associatif, pas forcément payer les stands. Et surtout, quand vous faites des gros salons, il faut avoir énormément de choses à vendre. Si vous n'avez pas de produits à vendre, les gens ne vont pas vous acheter. Si vous avez 3 figurines qui se battent en duel sur une table, vous allez faire combien de ventes? Il faut avoir énormément de références à vendre pour pouvoir être rentable. Donc du coup, il ne faut pas commencer avec des gros salons, il faut commencer avec des petits salons si vous voulez vous lancer. Et donc le dernier, ma question, d'où te vient cet attrait pour la sculpture-peinture au point que tu en aies fait ton métier? Bah, je pense que j'ai déjà un peu développé pas mal cet aspect-là. J'aime bien créer de mes mains, simplement. Voilà, j'ai été dans un métier à une époque qui était très fictif, on va dire, dans un milieu aussi qui ne me correspondait plus, où j'étais en train de devenir clairement un connard. Souvent on a ça, c'est pas un burn-out, hein, j'ai jamais fait ce genre de truc, mais j'ai peut-être pas loin, remarque, de ce genre d'état. Euh, à un moment donné dans ma vie, je me suis dit ça va très bien dans mon boulot, c'est cool, mais il n'y a plus de sens à ce que je fais en fait. Si,
l'architecture d'intérieur. Et du coup, j'avais envie de recréer de mes mains, c'est pour ça que je suis allé vers la maquette d'architecture, et puis petit à petit vers la sculpture, et aujourd'hui je fais un peu des deux, parce que j'avais besoin de créer, j'avais besoin d'avoir du volume entre les mains, j'avais besoin de me salir les mains. Et pourtant, j'aime pas ça. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai abandonné ce qui était peut-être le plus rentable pour moi en matière de vie, mais par contre, je me satisfais beaucoup plus de ce que j'ai aujourd'hui, de ce que j'avais à l'époque. À l'époque, j'étais à l'étranger. Voilà pour la partie expérience. Si on reste dans les E, on va partir sur les événements. Les événements. Alors, parce que j'ai eu quelques questions autour de ça, alors j'avoue qu'il y a peut-être un engouement là-dessus, mais je vous assure que, enfin, je pense que ça va être compliqué de répondre à ça, mais bon, on va essayer. Est-ce que tu organises des stages de sculpture prochainement? Alors ça, oui, par contre, sans problème. J'en ai fait un en mai, non, c'était en avril. J'en ai fait en avril alors, généralement, les stages de sculpture, je prends entre 3 à 8 personnes, et 8 personnes, c'est le grand, grand, grand max. Je préfère 6 pour un maximum. Mais si jamais c'est un groupe de potes de 8, bon bah je peux prendre. Par contre, je prendrai pas à 9, je prendrai pas à 10. Voilà, il faut un seuil maximum. Et puis il faut aussi un seuil minimal parce que sinon j'ai pas mal de trucs à transporter. Et du coup, en dessous de 3 personnes, c'est pas très rentable. Ce que je fais, c'est que j'organise des stages de sculpture, soit sur Tours, donc dans la ville qui est la plus proche de chez moi. Quand c'est comme ça, je loue une salle et puis je vous ramène du matériel et à partir de là, j'ai 3 forfaits, on va dire. C'est des stages qui peuvent durer entre 1 et 3 jours. Une journée, vous allez faire juste une initiation à la sculpture sur figurine. On va tester des pâtes, on va faire des petites textures rapides et faciles, et puis on va travailler sur un petit profil que je vous file à faire, ou éventuellement vous pouvez aussi ramener une figurine, à faire quelques trucs simples en initiation. À partir de 2 jours, on peut déjà se projeter sur la sculpture d'une figurine, donc en tout cas commencer à meubler une structure. Et puis en plus, vous ramenez un fil rouge et vous pouvez aussi travailler sur un de vos projets. Et moi, je vous coach autour de ça. Et à partir de 3 jours, là, on peut faire l'initiation le premier jour, le début de la sculpture d'une figurine, et vous allez repartir avec votre figurine qui est presque finie, en plus du fil rouge que vous ramenez et tout ça. Donc voilà, faut me contacter. Si vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci. Moi, j'organise ça soit sur Tours ou alors après, je peux me déplacer aussi dans les assos ou dans une ville ou un magasin qui pourrait m'accueillir. J'ai déjà fait sur Paris et Rennes, voilà. Et donc du coup, j'en réorganiserai prochainement sans problème sur Tours. Je voulais en faire un en juin, mais j'avoue que ça va peut-être être un petit peu rapide et j'aurais dû faire de la com avant. Mais en tout cas, il y en aura au cours de l'année, donc n'hésitez pas à vous grouper et à me contacter. Et moi, après, je vous mets en relation les uns avec les autres. On décide d'une date tous ensemble. Et puis, c'est parti pour votre petite initiation sculpture. Donc à quand, là je parlais de Oui Oui Yuka, à quand un événement jeu figurine modélisme à Tours, et est-ce que tu vas organiser toi-même cet événement-là? Alors le truc c'est que pour ceux qui connaissent Iggy TV, il avait essayé d'organiser ça il y a quelques années, donc avec les Iggy Summer Day, il a fait 2 éditions. Tours c'est une ville très 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 compliquée au niveau associatif, la mairie n'est pas du tout en mesure ou ne veut pas filer de salles aux associations parce qu'on est malheureusement trop nombreux sur Tours et donc du coup ils veulent pas privilégier l'une ou l'autre des associations, donc pour ça il faudrait, et malheureusement Tours c'est quand même le truc le plus central, là vous pouvez arriver dans une gare et tout ça. Donc ça reste très compliqué d'avoir une salle, impossible pour un particulier, et puis de toute façon un événement ça s'organise pas tout seul. Dans l'idéal, pour organiser un événement, il faut une association. Moi, j'ai une association, mais qui est principalement orientée vers le jeu, et qui fait d'ailleurs presque pas de tournoi, parce que on n'a pas la possibilité d'avoir de salle sur Tours. Donc, j'aimerais bien organiser mon événement, mais si je fais ce genre d'événement, ça sera un truc vraiment très restreint, un peu comme mes stages de sculpture. Dans l'idéal, ça serait d'ailleurs chez moi, si je pouvais accueillir. J'aimerais bien aménager l'atelier jusqu'à pouvoir accueillir des gens, et pouvoir faire des sessions à, je sais pas, aller 4 ou 5 personnes, pour pouvoir faire un événement, et puis potentiellement inviter, par exemple, moi je fais la sculpture, et puis j'invite un peintre qui propose de l'aérographe ou des techniques et tout ça. Ça serait plus ce type d'événement-là, mais pas un événement type tournoi avec 150 personnes. Ça serait un truc vachement restreint. Pour l'instant, c'est pas possible. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Et donc, c'était Robert Christophe aussi qui me dit quand tu crées ton événement autour de la figurine. C'est en réflexion, mais pour l'instant, c'est pas encore possible. Descendras-tu sur des salons en expo dans le sud, Adris Mini?
Eh bah, Adriz Mini, alors j'aime bien sortir de ma zone de confort et je m'étais dit il y a quelques années, il faut que j'arrête de faire les salons que je fais tout le temps pour essayer d'en faire d'autres. Mais après, il y a des impératifs de temps et de distance d'argent aussi, surtout en ce moment avec le prix de l'essence. Et du coup, le sud, bah, tu sais, il y a une sorte de... Moi, je suis né au nord de la Loire, on va dire, et donc il y a une sorte de barrière psychique plus que physique qui me dit bah je connais bien les assauts du nord de la France et le sud beaucoup moins et en plus il y a une espèce de zone tampon, un no man's land entre les deux où il ne se passe absolument rien autour de Limoges par là et tout ce qui fait ça. Et du coup il faut vraiment passer et descendre à éventuellement alors Grenoble je crois qu'il n'y a pas grand chose mais il faudrait descendre jusqu'à Toulouse et Lyon et là ça commence à faire vraiment très loin donc je fais des événements dans le sud, pour moi en tout cas le sud, enfin le Lyon c'est déjà le sud pour moi. Descendre encore plus bas, bah tu vois j'allais à Cannes régulièrement au festival mais là j'irai plus parce qu'il n'y a plus de figurines. J'aimerais bien faire des événements autour de Toulouse, parce que j'ai des potes là-bas qui pourraient éventuellement m'accueillir. Mais pour l'instant je me suis pas penché dessus parce que c'est loin et ça demande beaucoup d'investissement. Quelle est ta partie préférée dans les événements figurines? Discussion avec d'autres sculpteurs, peinture, découverte de figurines, achat de nouveaux matériels. C'est Lucas Guillemot qui demande ça. Dans les événements figurines, ce que je préfère, c'est les concours qui séparent la sculpture de la sculpture 3D et dans lequel je peux trimballer mes petites créations faites à la main. Non, je rigole, c'est un peu taillé pour tailler. Non, bah, j'aime bien la rencontre avec les gens, hein, franchement. Je pourrais pas dire. C'est le seul truc que je peux dire parce que je vais pas aller dans une manifestation si je déteste rencontrer les gens. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand on discute, c'est quand les gens prennent le temps et puis prennent le temps de se présenter. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui hésitent. Encore en stream, la dernière fois, on faisait un débriefing de l'Open de Couéron, l'Open de l'Ouest qui s'est déroulé à Couéron, là, le dernier salon que j'ai fait cette année. Et il y en a il y en a un ou deux qui sont venus en disant ouais, je t'ai vu, mais j'ai pas osé me présenter et tout ça. Alors que franchement, j'étais derrière mon stand tout seul. Bon, alors d'accord, je bricolais sur un truc, mais il faut pas hésiter, hein, faut se présenter. Moi, j'ai pas votre tête. Je connais éventuellement votre pseudo, mais je peux absolument pas deviner qui vous êtes. Vous l'avez directement, et donc du coup, je peux pas entamer une conversation, ou je peux pas même vous dire bonjour en passant à côté de vous, en mode hey, salut machin, je te reconnais du chat, non, ça c'est pas possible, j'ai pas votre tête. Donc du coup, n'hésitez pas à vous présenter, c'est l'essentiel des salons, c'est de rencontrer les followers, et c'est toujours intéressant et beaucoup plus cool de discuter en direct que derrière un clavier. Après, si je veux faire un petit côté humour, ce que j'aime bien aussi dans les salons, c'est toutes les personnes qui connaissent rien à la figurine, par exemple les familles qui viennent un petit peu pour la sortie dominicale, qui passent à mon centre et qui se demandent ce que je bidouille et qui parfois n'ont pas suffisamment d'observation pour voir que j'ai pas un pinceau dans la main. Et souvent, c'est des fois des adultes, hein, mais aussi des enfants, ou alors des fois des enfants, mais surtout des adultes, qui disent mais pourquoi il peint tout en vert là? Et ça, ça m'arrive plusieurs fois et je trouve tout ça assez marrant. Allez, on va passer du côté de la sculpture, justement. Vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions autour de la sculpture. J'ai intitulé ça Green Stuff parce que je sculpte beaucoup en Green Stuff. J'en avais déjà un peu parlé, mais du coup, il y a Dark Tsuki qui me dit petite question, qu'est-ce qui t'a mis à la sculpture? En fait, ce qui m'a mis à la sculpture, c'est la conversion. Et je pense que c'est le bon cheminement à avoir, c'est-à-dire qu'il faut commencer avec des petites choses, pas trop compliquées. Il faut commencer par exemple, vous êtes sur un marine, allez, on va prendre un poncif du genre, vous repositionnez un bras, vous avez un espace à combler ici, bah, vous allez refaire un petit flexible en green stuff. Après, un poignet, un bracelet, puis ensuite une petite besace à la ceinture, un truc comme ça. Et de fil en aiguille, vous allez sculpter de plus en plus. Par exemple, une botte, parce que, bah, je sais pas moi, comment la figurine, elle a pas les chaussures que vous aviez voulu. Et petit à petit, bah, quand vous avez sculpté une botte, vous vous rendez compte que vous pouvez faire un pantalon, et petit à petit, vous allez faire votre figurine complète. Et c'est bah, du coup de la conversion à la sculpture complète. C'est ça qui m'a mis à la sculpture. Une culture démarrée. Combien de temps ça prend pour avoir l'œil ou la vision d'ensemble pour réaliser des sculptures réalistes avec des muscles, bras, jambes, torse? Faut-il avoir une bonne connaissance médicale ou autre, et cela peut-il s'apprendre rapidement sur le tard? Alors je pense que ça peut s'apprendre sur le tard, hein, ça c'est une question de volonté, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre,
Je dirais que c'est pas possible d'avoir l'œil. Alors, il y aura des gens qui auront des facilités plus que d'autres, un ressenti artistique plus taillé, mais c'est pas inné et surtout ça s'acquiert pas complètement. C'est-à-dire que les plus grands sculpteurs font toujours eux-mêmes encore des erreurs. Et je connais aucun sculpteur qui sculpte pas avec un peu de référence sous les yeux. Alors évidemment, au bout d'un moment, on prend des automatismes et on va avoir des réflexes et on va connaître mieux le corps et donc du coup, on va savoir mieux le sculpter. Mais il n'y a jamais de meilleure sculpture qu'en ayant le maximum de références devant les yeux, qu'en ayant fait la position soi-même pour voir un petit peu comment se positionnent les membres, etc., etc. Donc du coup, c'est pas, il faut pas chercher à acquérir l'œil ultime où tu n'auras plus besoin de rien et tu vas sculpter comme ça. C'est beaucoup de travail et je pense qu'il y a toujours à en apprendre. Et en effet, il faut pas une connaissance médicale, hein. Si vous demandez demain à votre médecin de vous sculpter un muscle, je suis pas sûr qu'il va réussir à faire grand-chose. C'est un tout, quoi. Il faut s'entraîner, il faut connaître ses outils, il faut connaître les pattes, et puis petit à petit, il faut se créer des bibliothèques de référence, lire les bons livres, regarder les bonnes images pour pouvoir faire la sculpture la plus juste possible. Alors, Denis, on se verra à Couëron, donc on s'est vu à Couëron, je pense, sauf si tu as oublié de te présenter. Quel matériel conseilles-tu à un débutant en sculpture et quels sont pour toi les must-have? Alors, les must-have, pour moi, c'est déjà, il faut avoir un bon cutter, un pinceau de lissage, c'est-à-dire un color shaper là pour pouvoir travailler un petit peu en douceur, et puis une simple pointe sèche. Alors là, moi j'ai deux côtés de chaque côté, donc j'ai une pointe un peu fine comme ça et lisse d'un côté, lisse d'un côté et oblongue de l'autre, et pareil que sur celle-là en plaquette, en palette. Il n'y a pas de meilleur outil. Il y a pas, je ne vais pas vous présenter la forme d'un outil en vous disant il faut cet outil pour commencer. Il faut surtout que vous commenciez avec l'outil qui vous plaît et potentiellement l'outil que vous vous êtes fabriqué pour commencer à l'appréhender. Moi, j'ai commencé avec un simple clou mis sur et un petit peu taillé, mis sur un tourillon. Et ça m'a suffi. Je pourrais faire encore énormément de choses avec ce clou et cette pointe sèche. Le tout, c'est de pas vous disperser à avoir plein d'outils. Ça sert à rien d'acheter les gros outils de dentiste qu'on voit dans tous les packs de sculpture. C'est la plupart du temps souvent trop gros pour pouvoir faire quoi que ce soit en figurine. C'est pas adapté parce que c'est fait pour les dents à la base, pas pour sculpter une miniature. Et donc il vaut mieux partir sur un outil fin, peut-être une aiguille ou ce genre de choses, et puis pouvoir avoir un seul outil que vous maîtrisez bien plutôt que 15 que vous n'allez pas savoir utiliser. Par contre, il ne faut pas vous hésiter aussi à faire vos outils en fonction de telle ou telle partie que vous avez à sculpter. C'est-à-dire, moi je le vois dans mes cours de sculpture, souvent il y a un de mes étudiants qui fait un truc et puis il fait ah putain mais là je sais pas comment faire ça. Je fais déjà de base, je lui fais va au plus simple, essaie de décomposer la forme pour pouvoir savoir comment ça pourrait se construire. Et puis ensuite, si ton outil, celui que tu as dans la main, il ne suffit pas à faire ça ou il peut pas le permettre, et va te prendre une pointe en bois et puis va la tailler de la forme dont tu as besoin. Il ne faut pas hésiter à se créer ses propres outils. Donc c'est ce dont j'ai répondu aussi à Tagadae qui me demandait quel matériel conseillerais-tu à quelqu'un qui voulait débuter à faire du sculpt. Je viens de le dire. Ensuite, on a Thomas qui me dit comment est-ce que tu continues à apprendre autour de la sculpture et est-ce que tu perçois déjà des axes d'amélioration précis? Alors ouais, il y a toujours des axes d'amélioration. Déjà, comment je continue à m'améliorer? J'apprends des nouvelles pattes, j'apprends des nouvelles textures. Je regarde aussi beaucoup aujourd'hui de streams sur sur des sculpteurs qui se lancent. À une époque donnée, la sculpture c'était un peu c'est toujours hein, le parent pauvre de la figurine, c'est-à-dire qu'on parle plus des peintres que des sculpteurs. Et moi, je me suis lancé vraiment spécifiquement pour le particulier, pour lui apprendre à faire des choses, et peut-être que ma chaîne sur la sculpture est une des premières là-dessus. À une époque où les sculpteurs étaient assez discrets parce qu'en fait ils n'avaient pas besoin de partager, ils travaillaient tous avec des grosses marques. Et aujourd'hui que le milieu s'est bien cassé la gueule avec l'IA, tu as tous ces gros sculpteurs qui reviennent sur le marché, qui ont moins de boulot qu'avant et qui du coup lancent leur propre plateforme de stream, donc ça permet de regarder des sculpteurs qu'on ne voyait pas sculpter avant, donc des Patrick Masson, des Valentin Zach, ce genre de choses, et d'apprendre de nouveau avec ce genre de pointure. Donc voilà, il faut s'inspirer de tout, hein. Moi j'aime bien lire des bouquins, regarder des
des expositions, parfois pas du tout autour de la figurine, mais ça me permet de m'inspirer et de me créer mon propre bagage artistique, on va dire. Xdez, je vais le prononcer comme ça, Xdez8152, félicitations pour les 8K, qu'est-ce que c'est la prochaine étape, 10, 12K, bon on va déjà faire 9, et donc il participe, utilises-tu des supports de référence pour la sculpture et que pourrais-tu conseiller à des débutants? Oui, tout à fait, j'utilise des sculptures de... Alors déjà la Bible c'est Anatomy for Sculptor, ça c'est vraiment la Bible à avoir, elle est disponible en physique, c'était un projet à la base en Kickstarter, mais aujourd'hui vous pouvez le trouver en PDF. C'est régulièrement mis à jour en plus, il y a plein de références à l'intérieur. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous faire des banques d'images avec des références anatomiques de squelettes, d'écorchés, et puis ensuite de positions diverses de figurines, de personnages, on va dire, hommes et femmes, gros, petits, maigres, on s'en fout, et puis également pour apprendre les muscles, des photos de bodybuilders. Alors souvent c'est très exagéré, c'est des muscles qui presque n'existeraient pas en réalité, c'est souvent surdimensionné avec des anabolisants et tout ça, mais c'est intéressant pour voir l'implantation et pour sculpter du gros barbare, voilà, aujourd'hui avec internet vous pouvez vous faire ce genre de planche sans problème, mais en effet j'en mettrai une en téléchargement sur mon blog, si vous voulez avoir la vôtre. Alors, ça, Cyril, pareil, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un débuter la conversion? J'ai déjà répondu. Est-ce que tu as des nouvelles de la Green Stuff pour en avoir de la bonne? Alors pour l'instant, comme je disais, à part attendre des nouvelles de la société Silmasta Europe, qui est basée en Angleterre, qui va donc refaire son propre mélange, sa propre édition de Green Stuff, qui sera sûrement en boudin, il l'avait annoncé, comme j'en parle dans la vidéo, à part ça, on ne peut pas vraiment, pour l'instant, avoir de substitut, il n'y a aucune pâte qui ressemble trait pour trait à la Green Stuff, on ne peut pas la remplacer, même la Tamiya n'est pas tout à fait pareil, donc non, faut attendre qu'ils fassent leurs tests, faut attendre qu'ils sortent leurs produits, je pense qu'ils vont pas tarder, parce qu'il y a quand même un créneau à prendre, donc ils auraient tort de pas se dépêcher, mais voilà, pour l'instant, j'ai pas d'alternative à ça. Doudou, petite question, Ludiverse, est-ce que c'était mieux que la World Model Expo de Paris? Ah, là on sent la petite... Là on sent le petit pic. Alors oui, ça ne pouvait être que mieux, hein, c'est pas dur, en fait, la World Model Expo, j'en ai déjà parlé, si vous voulez faire un événement figurine, vous regardez ce qui a été fait à la World Model Expo et vous faites tout l'inverse. C'est-à-dire que tout ce qu'il y avait à louper à la World Model Expo, ils l'ont fait. Tout, absolument tout, de A à Z a été loupé. Il n'y avait pas un truc qui allait pas. Donc du coup, à partir de ce moment-là, n'importe quel événement qui ne fera pas ce qui s'est passé à la World Model Expo sera mieux que la World Model Expo française. Voilà. Est-ce que mon compresseur c'est un Fenga? J'en sais rien. Je l'ai depuis tellement longtemps que je sais absolument pas si c'est un Fenga, mais je crois pas, ça me dit rien au niveau du nom. Fenga, je crois que c'est chinois, et moi c'est pas ça. Mais c'est un compresseur à cuve classique que vous pouvez trouver dans n'importe quel, je pense, magasin de bricolage. À l'époque, je l'avais quand même commandé sur aérographe.fr ou un truc comme ça. Mais voilà. Est-ce que tu t'intéresses aussi à la sculpture digitale, parce qu'il semble que tu ne sculptes qu'à la main? Alors oui, je m'intéresse à la sculpture digitale. J'aimerais bien m'y mettre, mais je suis pas motivé parce que je n'aime pas ça. C'est un peu comme la peinture de figurines. Je préfère sculpter à la main et, comme je vous ai dit tout à l'heure, avoir des trucs dans les mains. Du coup, le digital, pour l'instant, ça m'attire pas, mais je sais, et je me fais violence, qu'il faut que je m'y mette parce que c'est malheureusement l'avenir. Et j'espère pouvoir continuer à faire des figurines à la main et pouvoir au moins faire des kits un peu doubles, c'est-à-dire avec des parties faites en 3D et d'autres continuer à faire à la main et tout ça. Là, il y a Curion qui doit avoir participé pour la première fois pour avoir des lots, mais qui ne connaît pas la chaîne, parce qu'il me demande si je fais la sculpture sur PC ou en vrai. Donc, généralement, quand vous auriez déjà vu des tutos en 3D si je le faisais en digital. Donc auquel cas, non, je fais à la main avec des pattes qui salissent les doigts et tout ça, sur des structures en fer, sur des petits bouchons comme ceci, directement de rien et de A à Z. Je suis obligé de tout sculpter, je vais pas avoir une option miroir qui va automatiquement me sculpter la moitié et le reste de ma figurine, parce que c'est trop facile et que c'est plus de la sculpture, c'est de la modélisation 3D. Moi je fais de la sculpture à la main.
Voilà. Stéphane, il me dit ma question, quelle est la figurine que tu aimerais sculpter mais qui te fait peur et pour laquelle tu n'oses pas te lancer? Des bourrins. Des bourrins. Des chevaux. Des chevals. Le cheval. J'ai peur de sculpter, de sculpter un cheval. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est hyper difficile, c'est une musculature vraiment très complexe en fonction du mouvement qu'il y a et tout ça. Ça a été infiniment bien fait dans certains trucs, parfois c'est pas terrible. Et du coup, j'ai une peur de me lancer là-dedans, et c'est pour ça que j'ai jamais vraiment fait ce truc-là. Si j'avais à faire une figurine de cheval, j'aurais beaucoup de références, hein, et ça, y a pas de souci. Mais je pense que ouais, j'aurais peur de me lancer là-dedans parce que c'est un animal qui est pas facile. Un félin, c'est pareil et tout ça, hein, mais le cheval, vraiment, c'est vraiment un truc complexe. Donc du coup, c'est un peu complexe. Enfin, c'est un peu compliqué de se lancer là-dedans. Quels sont tes sculpteurs préférés et pourquoi? Alors, mes sculpteurs préférés, eh ben alors, allez, on va aller chez les Français. J'aime beaucoup Patrick Masson, parce que Patrick Masson, c'est un peu la pointure, tu vois, genre, au niveau anatomie, c'est un truc de fou, la justesse qu'il a, c'est beau. Alors je dirais qu'en fait pour la justesse c'est Patrick Masson, pour la finesse ça serait Stéphane Simon. Voilà, Stéphane si tu me regardes, je t'aime. Non mais il fait des trucs hyper fins, il est hyper précis dans ce qu'il fait, voilà, il est avec sa petite fimo champagne, là c'est joli ce qu'il fait, enfin voilà. Si je devais en citer deux, ça serait eux. Et aller à l'international, toujours dans les Français, putain, le mec, il va bientôt se mettre un béret et une baguette sous le bras. Maxime Pastourel, j'aime bien Maxime, j'aime bien ses créations chez Games Workshop. Alors il sculpte en digital aujourd'hui, mais je sais très bien qu'il est capable de sculpter en tradi. C'est comme ça qu'il a été engagé chez Games. Donc Maxime Pastourel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Morbac, alias du blog des Coos, qui nous a fait plein de choses dans la gamme des orques et tout ça, et aussi de la nouvelle Death Guard et des Space Marines de Nurgle. Voilà, voilà. Si la green stuff n'existe plus, tu vas utiliser quelle pâte époxy comme substitut? Eh ben, je ne sais pas. Comme je disais, il n'y a pas vraiment d'alternative. Du coup, c'est un peu, voilà. Pour l'instant, c'est complexe. Moi, j'ai encore un peu de stock, mais j'espère que ça va pas tarder à ressortir. Allez, on passe à la nouvelle section en partant vers. Eh ben, on va continuer vers le matériel. Voilà, du matériel. Alors là, ça va être matériel général. J'ai eu pas mal de questions aussi là-dessus. Je me demandais, alors c'est Coriakai qui me demande ça, je me demandais qu'est-ce que tu utilises comme masque à filtre et quand tu fais de l'aéro ou de la bombe de peinture. Et bien celui que j'ai sur la tête là. Vous voyez, je suis un très bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Je ne mets pas assez de masques. Alors j'ai un masque 3M à cartouche, enfin j'en ai deux même. J'ai un masque à cartouche filtrante vraiment avec différents filtres qui permet de filtrer les particules et les gaz. Avec vraiment un truc en plastique, en caoutchouc qui épouse bien la tête, mais qui est assez relou à mettre et que j'utilise vraiment quand je fais beaucoup de poussière en menuiserie ou ce genre de choses. Mais je vais avoir tendance à pas le mettre, c'est vrai, en peinture d'aérographe, ce qui est pas bien. Je préférais d'ailleurs avoir une bonne cabine d'aspiration plutôt que de mettre un masque. Alors dans l'idéal, il faut les deux, hein, protégez-vous bien, il faut la cabine d'aspiration, un espace aéré et le masque, comme ça vous êtes bien blindé. Et ensuite mon second, c'est un petit truc avec juste des filtres blancs qui est beaucoup plus agréable à porter. Alors il a quand même un gros truc hein, sur le nez et tout ça, sur la bouche en caoutchouc, mais il est plus agréable que l'autre, bien qu'il soit moins efficace, mais c'est toujours bien mieux de mettre quelque chose que de ne rien mettre. Donc voilà, c'est du 3M hein, classique que vous pouvez trouver en magasin de bricolage. J'ai pas de marque à conseiller en particulier, mais en tout cas, oui, c'est bien de se renseigner. Et le système idéal serait l'espèce de masque facial là, avec un système d'aération dans le dos, mais ça coûte le prix d'une baraque. Non, je sais pas, mais ça coûte une blinde. Ça a l'air super pratique, bien que ça soit quand même un peu scaphandre, mais je pourrais jamais me payer ça, je pense. Utilises-tu de la pâte de masquage, Mathieu Véry? Alors oui, ça m'arrive. Alors je suis plus scotch de masquage que pâte, mais j'ai la pâte de masquage noire là, que j'avais vu en premier chez Girio, je crois, mais qui vient de chez Green Stuff World. En fait, ça tient à ce que je suis en train de peindre. Souvent, quand je masque, c'est que j'ai besoin de masquer des parties qui vont être plutôt sur des véhicules, et donc du coup, j'ai plus besoin de ruban de masquage fin
ou de scotch que je fais moi-même, hein. J'étale mon bout de scotch là, puis je taille régulièrement mon truc, pour faire par exemple des masquages sur des parties de chevalier, des dreadnoughts, des tanks, des trucs comme ça. Sur les figurines, mais parce que j'en fais moins, j'ai moins besoin de masquer, parce que je fais plus mes figurines au pinceau. Donc alors si je me mettais à faire des bustes et des figurines à l'aérographe, j'aurais besoin sûrement de masquer les choses, et donc là on aurait besoin, comme on est sur des parties de chair, on va dire plus souple, d'avoir une pâte en effet souple pour masquer des parties. Mais pour l'instant, j'en ai jamais vraiment eu besoin, même si en effet je suis équipé. Je souhaiterais savoir ce que tu penses de l'impression FDM pour commencer l'impression de figurines, et penses-tu que l'aérographe est obligatoire pour mettre une couche d'après? C'est Ralphie qui me demande ça. Alors non, l'aérographe n'est jamais nécessaire, c'est vraiment un outil à avoir en plus, mais c'est jamais une finalité. Déjà, personne ne peint exclusivement qu'à l'aérographe, parce que souvent le rendu va être un petit peu trop lisse, enfin c'est trop artificiel quand vous peignez qu'à l'aérographe, mais surtout c'est pas un outil qui est indispensable, hein. Vous pouvez peigner n'importe quelle figurine avec uniquement des pinceaux. Il y a des gens qui font même des blindés complets avec des techniques de brossage à sec avancées, et ça rend très très bien. Bah, encore une fois, là je pourrais vous citer Morbag qui avait fait une Valkyrie complète avec un brossage à sec vert, qui était d'une finesse vraiment au top, et qui avait rien à envier avec des dégradés faits à l'aérographe. Et surtout là, si tu me parles d'impression FDM, donc de fondu de matière, non, tu n'auras pas besoin d'un aérographe là-dessus. Alors peut-être pour faire certains effets et tout ça, mais pour une sous-couche, absolument pas. Vaut mieux que tu utilises une bonne bombe de sous-couche que tu pourras trouver. Alors, si tu veux de la finesse, va chez les vraies marques de figurines du genre, je sais pas moi, Valero, et puis les bombes game sont quand même pas mal. Mais si tu veux des bombes de sous-couche moins onéreuses, il y a Action qui paraît qu'ils font une sous-couche très très bien pour l'après. Et surtout pour des figurines en FDM où tu vas avoir besoin d'une sous-couche un peu lourde pour masquer éventuellement certaines traits de couche. Il y en a certains qui utilisent aussi du Krylon, je pense, Krylon, qui est une sous-couche un peu lourde, qui est faite justement pour l'impression 3D, qui est fait pour masquer un peu les... Alors ça va lisser ta figurine, il faut la passer en plusieurs fines couches pour que ça meuble un petit peu les impressions et les stries d'impression, pour ensuite repasser un après par-dessus. Bon, par contre, je pourrais pas vraiment te conseiller le FDM pour faire de la figurine. Parce que tu vas faire de la figurine de collection, donc des grandes tailles, au-dessus de 20 cm, je dirais, là oui, mais en dessous, il te faudra de la résine, parce que le FDM, c'est physique, les bus seront jamais assez petites pour faire une finesse d'impression qui se verra pas à l'œil. Et du coup, tu vas assez rapidement voir les stries, et ça va être moche. Et donc du coup, si tu veux de la finesse et faire de la figurine de jeu, du wargame, il te faut de la résine, plutôt. Voilà. J'en étais à où? Quel type de lampe pourrais-tu conseiller pour la peinture de figurines Arzen? Alors les lampes, déjà je conseillerais pas une lampe. Quel type de lampe? Je conseillerais pas non plus un seul type de lampe. Moi j'en ai toujours deux là, vous voyez autour de moi, j'ai une lampe LED ici, blanche plutôt, et puis derrière, d'appoint, j'ai une lampe lumière du jour plutôt jaune, qui me fait une correction oculaire en gros. Il faut toujours avoir deux sources de lumière, parce que en fait la LED seule est très agressive pour l'œil, et donc du coup elle est très mauvaise, même si vous avez la meilleure lampe du marché avec un petit fil rouge dessus. Ça va pas ça va pas vous empêcher d'avoir des lunettes et voir des gros culs de bouteille à partir de 45 ans, parce que vous vous serez niqué les rétines. Donc il faut un poste de travail éclairé avec plusieurs lampes, et si possible du blanc et du jaune, une petite veilleuse jaune dans un coin pour reposer l'œil, et puis le blanc qui va vous permettre de faire un halo autour de votre plan de travail pour ne pas avoir d'ombre et pouvoir bien peindre avec. Donc je peux pas conseiller un seul type de lampe et en tout cas une seule lampe. J'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir, sur les lumières en général. Corentin, en tant que représentant de plusieurs marques de peinture, tu as une liberté totale sur la mise en avant de telle ou telle marque, ou tu es bridé dans tes mises en avant? Je suis complètement bridé. En fait, généralement, je reçois un brief, et puis j'ai des menottes à me mettre, et tant que j'ai pas fini la vidéo... Non, ça, j'en ai toujours parlé sur la chaîne. Je suis pas payé déjà pour faire les revues que je fais.
Je reçois certes les matériaux et les produits que je diffuse gratuitement, donc ça me fait quand même une sorte de petit pool de produits qui est intéressant à avoir pour la chaîne. Mais à partir du moment où je suis pas rémunéré comme pour ça, et même si j'étais rémunéré, ben je ferais absolument ce que je veux dans ce que je veux dire. Déjà, d'une, si c'était des mauvais produits, je vous les montrerais pas sur la chaîne, parce que je vois pas pourquoi m'embêterais à faire une vidéo si c'était un produit que j'allais pas utiliser moi-même, qui ne m'intéressera pas et qui en plus était mauvais. Donc généralement déjà quand je fais des revues de produits, c'est des produits qui m'intéressent et que j'utilise, donc ça veut dire qu'ils sont quand même pas trop mauvais. Et puis quand ils ont des petits soucis ou qui sont pas tout à fait terribles, bah, je vous le dis dans la vidéo, parce que bah, c'est important de le savoir. J'espère être assez transparent là-dessus. Quand je vous dis que c'est de la merde, bah, je le dis, et bah, quand je dis que c'est bien, je le dis aussi. Ça m'est arrivé de faire des produits qui étaient pas terribles, mais qui étaient quand même utilisables, mais dans ce cas-là je le dis. Mais par contre des produits complètement nuls, bah non. Et ça m'est aussi arrivé d'avoir des briefings. Ça m'est arrivé exactement 2 fois. J'ai eu un briefing de Galérie sur les derniers aérographes, mais qui était juste un briefing informatif, en mode, bah voilà, on va sortir ça, on va t'envoyer ça. Si tu veux des argumentaires dans ta vidéo, bah tu peux utiliser ces mots-là, mais c'était vraiment des trucs, voilà, c'est un pack luxueux, tu vois. Enfin, c'était sur le pack double aérographe sur l'année du cheval que j'ai reçu. Bon bah voilà, c'est des aérographes que j'avais déjà testés auparavant, donc je pouvais pas vous dire qu'ils étaient moins bons ou pas bons, ils sont excellents, et du coup c'était l'Aventus que j'utilise régulièrement. C'est un très très bon aérographe, on va dire haut de gamme, mais dans le brief que j'avais reçu, il disait pas c'est impératif que vous disiez ça, c'était voilà, vous pouvez parler de ça parce que c'est l'année du cheval, on a décidé de sortir un pack luxueux, de se faire plaisir, enfin sur un... Il n'y avait pas d'impératif. Par contre j'avais déjà reçu un mail un peu plus incisif de Green Stuff World qui me demandait de faire la revue des pinceaux en disant bien que c'était tel ou tel truc. Alors déjà à l'intérieur il y avait un briefing sur 2 types de pinceaux, les pinceaux fins et les pinceaux larges. J'ai reçu que les larges, j'ai jamais reçu les fins, donc du coup je pouvais pas vraiment utiliser leur truc. Et puis ensuite il disait de bien utiliser tel ou tel type d'argumentaire. Bon bah moi j'ai trouvé que les pinceaux ils étaient pas ouf, que ça allait pas révolutionner la peinture. Bah je l'ai dit, voilà, point. Donc je continuerai à le dire, même si ça fâche les gens et qu'après je peux plus bosser avec les marques, c'est pas grave, vous au moins vous aurez la vérité. Que préconises-tu, Jean-David, pour le nettoyage et l'entretien des pinceaux? Eh ben on s'est recroisé, Jean-David, à Octogone, c'était un plaisir. Et je crois qu'on en a parlé en plus sur place. Écoute, moi j'ai un petit pack de savon que j'avais acheté. Ah non, que je l'avais eu peut-être. Non, non, je l'ai pas utilisé celui-là. J'en avais eu un avec les pinceaux Da Vinci qui est resté à l'intérieur de sa petite boîte. Mais sinon, j'ai un petit pot de savon dans lequel il suffit de traîner un petit peu son pinceau humidifié pour le laver. Et puis après, une fois que vous l'avez rincé à l'eau claire, hop, vous refaisez la pointe. Et c'est vrai que c'est un savon doux spécial pinceau. Et on sent que ça nourrit le poil et que ça corrige un peu le truc. Après, c'est pas magique, hein. Je pense que malheureusement, un pinceau, ça s'use. C'est fait pour s'user. Il y en a qui vont s'user plus vite que d'autres ou en fonction de l'utilisation ou en fonction de la marque. Malheureusement, vous ne pourrez pas garder un pinceau éternellement, c'est pas possible. Alors vous pouvez le nourrir un petit peu avec une goutte d'huile d'olive. Vous mettez vraiment une petite goutte d'olive, vous trempez votre pinceau dedans, vous essuyez légèrement avec un sopalin en laissant de l'huile dessus, puis vous le mettez la tête en bas. Et en fait, l'huile va nourrir le poil qui va naturellement avoir tendance à se resserrer et à reformer sa pointe. Puis une fois que vous voulez réutiliser, bah là vous repassez un petit coup de savon, parce que si vous mettez de l'huile et de la peinture, ça va pas marcher, hein. Du coup, vous renettoyez votre pinceau, hop, vous refaites la pointe avec le savon normal, là, et puis de l'eau. Et normalement, ça peut vraiment raviver un pinceau en poil naturel, hein, par contre, hein, ça ne marchera pas sur du synthétique, voilà. Mais le synthétique, il va aussi avoir ses avantages, c'est-à-dire que vous pourrez avoir des packs de pinceaux synthétiques pas trop chers, et pouvoir les utiliser un peu comme du consommable, en mode, bah voilà, je brosse à sec, le pinceau il est explosé, c'est pas grave, je le jette, j'en prends un autre, quoi. Donc, voilà, chacun son utilisation, je dirais, mais on peut pas tout... on pourra pas garder un pinceau éternellement. Aurélien, merci pour ce concours et félicitations pour le 8K, encore merci à toi. Tu en as peut-être déjà parlé, mais je n'ai pas vu de vidéo où tu en parlais. Quelles sont les colles que tu utilises? Alors moi j'utilise exclusivement de la cyano, presque que de ça, parce que comme je fais beaucoup de conversions, j'en ai déjà parlé en effet, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les accélérateurs de colle ou sur Colle 21, parce que dans la vidéo de Colle 21, je parle d'autres colles. Mais j'utilise presque que de la cyano. C'est-à-dire de la Superglue 3, de cette formule-là. Toutes les marques se valent parce que franchement,
les formules sont plus ou moins les mêmes. Et pourquoi j'utilise de la cyano? Parce que je veux pas réfléchir à tel ou tel matériau, comme je fais beaucoup de conversions et que j'ai commencé il y a longtemps, où à l'époque il y avait encore des figurines métal, de la résine, du plastique et tout ça, bah, je peux mêler les trois ensemble, ça va coller, alors que la colle plastique va coller que sur du plastique, etc. etc. Donc voilà, moi c'est la colle que je conseille. Certains vont pas l'aimer parce qu'évidemment la colle cyano elle colle très fort, mais vous pouvez quand même décoller à certains endroits. Moi je trouve ça utile parce que comme je fais de la conversion de temps en temps, j'ai besoin de redécoller les figurines pour les repositionner, tout ça. Alors là où la colle plastique va faire une soudure et que ça sera pas possible de décoller, vous allez plutôt casser à côté que pouvoir décoller là où vous avez soudé. Donc moi je préfère la cyano, mais chacun y verra son utilisation en fonction de ce qu'il a à créer finalement. Écureuil camouflé, et j'adore toujours ce pseudo. Alors, je vois que pas mal de questions ont été posées, oui, c'est vrai. Quelle est la difficulté de vivre d'une activité oubliée? Ah, celle-là, c'est un peu perdu, j'aurais pu la mettre avant. La fiscalité, la diversification des activités, le marché. Alors, est-ce que le marché est assez grand pour tous? Honnêtement, je pense il commence à être étriqué parce qu'on est de plus en plus nombreux. Après, moi, je suis vraiment la niche dans la niche. Donc, comme je suis un des seuls qui fait de la conversion pour les particuliers, de la sculpture sur mesure, j'ai encore de la place. Mais il commence à y avoir de plus en plus de services de peinture. On en voit popper tous les jours. Donc est-ce qu'il y en a pour tout le monde? Je pense que oui, quand même, puisque de toute façon, il y a aussi de plus en plus de hobbyistes. Mais voilà, alors ça aurait pu être avant, mais par contre tu m'as fait, si je t'ai mis dedans, c'est parce que tu as fait un truc sur le mien. Ah oui. Envisagerais-tu de faire un récap de tes retours matos, un genre de retour, je comprends pas, BDD évolutif. Ça se trouve, je suis passé à côté. Alors, en gros, ouais, ça c'est ce que je fais en stream, généralement, c'est que bah, forcément quand je reçois un produit et qu'il y a à faire pour la chaîne YouTube, j'ai aussi des délais pour les faire, enfin c'est des délais que je m'impose moi, hein. C'est généralement pas les marques qui me disent attention, il faut absolument que ça sorte dans la semaine, mais voilà, j'ai d'autres vidéos à sortir tous les jeudis, donc du coup, bah, petit à petit, plus on reçoit de matériel, plus ça fait de vidéos à tourner, et si on attend, bah, après ça se télescope, donc j'essaie de tourner ça assez vite. Et généralement, j'aime bien me garder la découverte du produit en direct, parce que sinon, bah, je vais surjouer ou ça va pas marcher, quoi. Donc j'aime bien ouvrir vraiment le paquet devant vous lors de la vidéo, lors du tournage, et puis après, bah, tester le produit en direct, mais du coup, j'ai pas vraiment de retour là-dessus, c'est vrai. Et donc du coup, ces retours-là, je les fais en stream. Lors de mes Twitch, quand je réutilise le matériel en direct, et bah là, je peux vous dire, bah, en fait, j'ai dit ça dans la vidéo, je teste le produit, mais je monte pas ça, bah là, j'ai noté qu'il y avait ça qui se passait, et donc je fais plutôt mes retours là-dessus, tu vois. Ensuite, on a Sébastien qui dit: Tu préfères l'impression 3D filament ou ta Proxon thermocut? Ah oui, c'est pas du tout pareil. Encore, tu m'aurais dit 3D filament et puis 3D résine, j'aurais vu. Alors, je dirais c'est vraiment deux matériels tellement différents que je vais pas préférer l'un ou l'autre, mais ça offre différentes possibilités. C'est-à-dire que pendant que tu mets un décor à imprimer, parce qu'on va parler de décor là, on va pas faire une figurine en polystyrène à la Proxone, ça serait possible, mais bon, ça commence à être compliqué. Donc quand tu lances un décor sur ton impression, sur ton imprimante 3D, bah, pendant ce temps-là, tu peux faire autre chose. Et donc ça, c'est vachement cool. Par contre, la Proxone, elle va permettre de faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé et de faire des trucs avec un côté un peu aléatoire manuel qui va être plus intéressant qu'un bête fichier STL que tout le monde pourra avoir, que tu as décoté sur internet et que tu vas t'imprimer à telle ou telle échelle, mais que bah, chacun pourra reproduire à loisir. La Proxone, bah, il va y avoir vraiment un côté pièce unique parce que c'est toi qui as découpé dans le polystyrène et si tu essaies de faire refaire pareil à côté, tu n'y arriveras jamais, tu vois. Donc je pense que j'aime bien quand même, je préfère la Proxone et je devrais même l'utiliser plus en vidéo. Akiorga, depuis que tu as commencé ton service, as-tu changé ta façon de travailler en impression 3D, etc. Et vois-tu des techniques et outillages qui pourraient entrer dans ta boîte à outils prochainement? Alors ouais, bah, déjà je suis un des premiers à avoir fait la promotion de l'impression 3D avec mon Anycubic Photon il y a longtemps, hein, parce que je crois, enfin, j'étais vraiment un des premiers à faire ça sur une chaîne française de hobby. Donc j'ai intégré l'impression 3D à ma production il y a longtemps, et de toute façon j'en utilisais déjà au sein de mon boulot en maquette d'architecture. Donc du coup j'ai rapidement vu les avantages de l'impression 3D. J'adore le laser, mais alors si je devais faire évoluer ma boîte à outils prochainement,
J'espère que les scanners 3D vont faire un bond technologique en avant, un peu comme ce qui a été fait avec l'impression 3D. J'espère que ça va évoluer vite, parce que je vois beaucoup de choses à faire avec un scanner 3D, et j'aimerais bien qu'un jour on puisse avoir une petite boîte dans un coin qui scanne 3D la figurine, et si ça arrive, ça serait top. Parce que pour l'instant, les trucs qu'on utilise comme ça, comme un téléphone, et puis qu'on tourne autour avec un nuage de points, c'est pas encore tout à fait au point, ou en tout cas pas pour la figurine miniature. Mais si un jour ils font un espèce de petite cabine, comme une impression 3D, où la figurine elle tourne à l'intérieur, et puis ça nous fait la 3D, ça serait génial. Parce que ça me permettrait de faire vraiment des pièces uniques. Enfin, des pièces uniques. Je veux dire, je m'embêterais plus du tout avec de la pâte époxy. Tiens, par exemple, ça pourrait remplacer la green stuff. Je prendrais mon bloc de plastiline, je sculpterais à l'intérieur des trucs et tout, je ferais ça en gros comme ça, et puis après, pouf, je mets ça à l'intérieur, je scanne, et hop, je réduis en 28 mm, et c'est fait. Après, je détruis le bloc, je recommence une sculpture. Je pourrais avoir une production de malade, et j'espère que ça va pouvoir évoluer de ce côté-là. Donc peut-être un jour, un scanner 3D. Allez, on passe du côté un petit peu ludique. J'ai eu pas mal de questions autour du jeu. Ça va faire une grosse vidéo, hein, mais j'espère que vous allez rester jusqu'au bout. Vous serez obligés, parce que sinon vous n'aurez pas le tirage au sort. Quel est ton wargame préféré si Warhammer, quelle armée faction? Alors, si c'était Warhammer, on va dire... alors, Warhammer 40 000, c'est les Tazanson. J'ai fait ça pendant 12 ans. Ça sera toujours mon armée de cœur, et je continuerai même toujours à la développer un petit peu. Et si c'était Warhammer Battle, j'aime beaucoup les Rois des Tombes. Ah, un rapport avec les Tazanson, je sais pas, il y a quand même un petit peu des correspondances au niveau visuel entre les différents styles. Mais sinon, mon wargame préféré en ce moment, c'est Conquest, parce que franchement, le système de jeu, il est vraiment trop bien. Moi, je suis pas trop jeu, et à chaque fois que je joue à du Conquest, j'ai envie de rejouer. Donc ça veut dire que le jeu, il est bon, parce que sinon, ça devient vite rébarbatif pour moi. Et je trouve que si je tiens toujours à Conquest, bah, c'est que c'est vraiment cool. Et puis j'espère pouvoir développer le plus Trench Crusade. Donc j'ai pas vraiment de jeu préféré si on va par là, mais si ce serait le jeu du moment, j'espère que Trench Crusade va le devenir, mais pour l'instant c'est Conquest. Il y a 60-60 Games qui me dit: As-tu déjà fait un partenariat avec TGCM? Eh bien non, ma foi, ce sont des amis. Je les fais travailler sur des tirages résine que je leur fais réaliser maintenant, parce qu'ils sont à même de répondre à ça, donc n'hésitez pas à les contacter si vous voulez vous faire des tirages résine. Je leur ai fait faire par exemple mon golem de livre qui a vachement bien marché, et j'espère pouvoir leur faire des nouvelles figurines bientôt. Mais j'ai jamais fait de partenariat avec eux, parce qu'ils me l'ont jamais demandé, et que c'est pas moi qui vais me proposer, je sais pas, je saurais pas comment présenter le truc, ils savent très bien ce que je fais, peut-être qu'ils aiment pas, hein, c'est leur choix. Mais j'aimerais bien sculpter une figurine ou deux pour eux, ça serait cool. Voilà, appel, Manu, Gwen. Enfin bon, ouais, après, se fera ou se fera pas, on verra. Mais voisin Alexandre, attends, penses-tu développer une armée StarCraft comme ton armée actuelle de Conquest? Non, j'ai pas contacté StarCraft. Arcon travaille maintenant qu'avec des gros, donc du coup, je pense pas que ça les intéresse de travailler avec moi. Et je crois pas en StarCraft, je crois que j'en ai déjà parlé. Pour moi, ça sort trop tard. C'est trop proche des Marines en général. Et derrière, il y a Games Workshop, donc je vois pas comment ça pourrait faire concurrence. J'y crois pas trop. Je vais faire une table parce que j'ai des décors qui vont pouvoir faire un peu StarCraft ou Tyrannide, en tout cas les deux. Donc ça serait une table Zerg, mais faire une armée moi-même, je pense pas. Voilà. Seb Eternal miniature. Alors, tac. Félicitations pour la figue d'Octogone, merci. Quels sont tes autres projets pour Trench Crusade? Alors déjà, faire mes bandes, j'en ai deux à faire. Il y en a une qui est imprimée de Trench Pilgrim, et puis après j'avais chopé les Abyssal Warrior, je crois, ou quelque chose comme ça, d'une marque alternative. Et j'ai tous les fichiers parce que j'ai fait le Kickstarter, et c'est les deux bandes que je veux vraiment développer, donc du coup c'est déjà faire ça, et puis après vous faire la table que j'ai reçue avec P-Work War Games, donc commencer là-dessus, ça sera déjà pas mal pour les projets Trench Crusade. François Bernard, quelle est ta faction préférée à Mordheim? Alors,
Mordheim, ça date, c'est un des jeux que je préférais avec Necromunda, parce qu'il y avait vraiment une dimension développement de personnages qui était hyper poussée, avec des niveaux de jeu et d'implication dans les bandes qui étaient intéressants. Mais moi j'avais une bande assez standard, qui était au début non officielle, mais qui depuis a dû le devenir, parce que c'était du fan-made. Je sais plus au juste comment c'est... Enfin, c'était basé un peu sur des rôdeurs, je sais même plus comment ça s'appelait, mais en gros, il y avait un peu de tout à l'intérieur. Et ça me permettait de faire des bandes hyper éclectiques et surtout de peindre des choses que j'aimais bien. Moi, j'ai fait ma bande de Mordheim à partir des figurines, enfin ma nouvelle bande, hein, parce que l'ancienne, elle est perdue, je pense. J'avais plutôt des chaotiques d'ailleurs à la base à Mordheim. Donc j'avais une bande du chaos général. Euh, J'aimais bien les républicateurs aussi, mais j'ai jamais fait. Et donc du coup, ma bande de cœur, c'était une armée un peu, enfin c'était une faction un peu éclectique, une bande qui était composée avec, il y avait un sorcier à l'intérieur, un épéiste, une arbalétrière, un nain, enfin tu vois, un petit chien, enfin, et j'ai fait toutes mes figurines à la base des figurines zombicides, resoclées sur du socle carré. Il faudrait que je vous les montre un jour. Jord, je participe volontiers à ton concours. Est-ce que tu fais du JDR avec des tables de décor? Alors non, on fait. C'est pas moi qui fais du JDR. J'ai jamais été maître de jeu. J'ai pour ça deux potes qui le font très bien. L'un des deux, alors il y en a un, il est plus dans le côté narratif et tout ça. On arrive à faire ça comme ça. Et l'autre, elle travaille vraiment bien ses campagnes et tout ça. Et donc elle fait des décors mais en 2D, c'est-à-dire elle nous dessine des cartes ou elle prépare des plans et tout ça. Mais j'ai jamais fait de JDR vraiment, alors sauf si tu parles des jeux de plateau un peu autour du JDR, du type HeroQuest, machin et tout, ou même la boîte qui était sortie sur City of Sigmar, là, mince, j'ai perdu le nom, enfin bref, dont on avait fait pas mal de parties avec IGTV, mais sinon non, j'ai jamais fait de décor enfin de JDR où j'avais besoin de décor. Esteban, as-tu déjà joué au jeu MSBEG, MMN, hein, MSBG de Warhammer et qu'en penses-tu? Donc ça c'est la partie Seigneur des Anneaux de Warhammer. Je suis pas fan. J'ai jamais été fan du Seigneur des Anneaux. Parce que les figurines, quand elles sont sorties, elles étaient plus petites et pas moins bien sculptées, mais elles étaient plus grossières que ce que j'avais l'habitude de voir. Et ça me saoulait de repartir sur une échelle plus petite, ce qui fait que je me suis jamais intéressé au jeu, qui est peut-être très bien, mais en tout cas je sais qu'à l'époque, quand Games l'avait sorti, il était moins bon, parce que leur truc c'était on achète la licence New Light Cinema, on sort des figurines Seigneur des Anneaux pour ramener du monde, mais notre but c'est de ramener à Battle et à Warhammer 40 000. Et donc du coup on fait un jeu un peu moins bon pour pouvoir dire «Eh, vous avez vu, si vous aimez les figurines fantasy, on a un jeu qui est vachement mieux à côté, quoi». Donc du coup ça a peut-être évolué aujourd'hui, mais je me suis jamais repenché dessus. C'est aussi parce que généralement quand ça correspond à une grosse licence, je préfère partir sur un univers qui a été créé entièrement pour le jeu, comme c'est le cas pour... alors Battle c'est très inspiré de l'univers de Tolkien, d'accord, mais il y avait quand même des trucs vraiment spécifiques. Mais surtout 40 000 par exemple, ça a été entièrement créé par Games pour leur jeu de figurines. Et je trouve ça intéressant quand ça correspond à l'univers d'un film. J'ai du mal à avoir envie de... J'ai envie de le voir au cinéma, j'ai envie de le voir en série, des choses comme ça, mais j'ai pas envie de jouer avec les figurines. C'est la même chose sur Star Wars, j'adore l'univers de Star Wars et de le voir en film, mais j'ai pas envie de jouer aux jeux de figurines. C'est la même chose pour Game of Thrones, j'ai adoré la série, mais j'ai pas envie de jouer au jeu. Et là, je pense que c'est pareil. J'adore la trilogie du Seigneur des Anneaux et même le Hobbit, mais j'ai pas envie de jouer au jeu. C'est tout. Après, je suis pas trop jeu, hein, donc je suis plus modélise. Chili. Je me demande quel est le jeu qui t'apporte le plus de plaisir de jeu. Est-ce que c'est uniquement pour le gameplay ou est-ce que c'est pour la qualité des figurines? Alors moi je suis très visuel, donc du coup ça va quand même être beaucoup à partir des figurines. Mais dernièrement, je me suis fait violence quand même avec Conquest parce que bah, j'avais découvert le jeu avant les figurines, je connaissais pas trop la gamme, et il y a quelqu'un qui m'a fait une initiation quand on était à Cannes, et je me suis dit putain, le système il est vraiment bon quand même. Et c'est là que je me suis posé des questions, c'est là que j'en ai parlé à Guy, vous connaissez l'histoire et tout ça. Donc du coup, il y a un peu des deux quand même, quoi. Si je suis tellement pas jeu que si le jeu il est chiant,
je vais pas avoir envie de jouer, quoi. Et donc, du coup, je vais pas avoir envie de me lancer sur une armée. Donc, il faut que le jeu soit bon, ce qui est pas le cas, par exemple, de 40K, c'est plus le cas. 40K, c'est devenu une usine à gaz, une espèce de truc à méta, là, qui est hyper relou. Et du coup, j'adore l'univers, donc je vais continuer à faire des figurines autour de 40K ou des décors, mais je jouerai plus au jeu, quoi. Et donc, pour jouer, et pour que je sois vraiment à fond dans le projet, il faut qu'il y ait les deux. Il faut que ça soit figurine et jeu, et donc en ce moment, c'est Conquest. Sentex, arrives-tu à trouver du temps pour jouer entre tes sculptures, les vidéos et les conventions? Alors clairement non. Non. Il y a des années que j'ai plus le temps de jouer, que ça soit donc jouer, on peut dire les jeux vidéo pourraient rentrer dedans. Alors j'ai plus le temps pour les jeux vidéo depuis des années, et pour le jeu de figurines, clairement non plus. Et c'est pas une perte pour moi parce que j'ai jamais été trop joueur, comme je viens de le dire. Mais c'est vrai que enfin, j'aurais tendance à vouloir jouer un peu plus, mais bon, après, c'est un choix hein, de vous faire des vidéos et tout ça, et de vivre de la figurine. Donc, du coup, forcément, c'est un temps en moins quand on est indépendant, on compte pas ses heures, hein, donc on peut plus avoir ce genre de loisirs. Quand je joue, généralement, c'est qu'il y a une vidéo derrière. C'est-à-dire que je vais jouer chez un pote qui va faire des figurines, enfin qui va faire des vidéos, je vais faire un rapport de bataille avec un tel, et ce genre de trucs, sinon, j'ai pas trop le temps de jouer moi-même. Mortarion, pourquoi la Death Guard est la meilleure légion? Oh là là, la question orientée. Alors attention, je vais répondre très rapidement. Parce qu'elle n'a pas besoin de se laver. Et oui. Et du coup, ils perdent moins de temps en bataille, ils n'ont pas besoin de laver leurs armures, des briquets et tout ça, donc du coup, ils sont peut-être plus efficaces. Voilà, c'est tout. J'irai pas plus loin, mais je préfère quand même les Tezansan. Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de se laver non plus, parce que la magie lave leur armure qui est toujours étincelante. Stéphane, quel est ton jeu favori du moment, celui auquel tu es... Bon, bah, Conquest, hein, on va pas le dire 50 fois, allez, ça c'était fait. Bernard, aimes-tu les jeux de Joseph McCullough? Oh là là, la question hyper précise. Alors, le seul jeu auquel j'ai joué, je pense... Ah non, il doit y en avoir deux, mais je me souviens plus du nom de l'autre. Mais c'est Frostgrave, j'ai découvert les jeux de Joseph avec ça. Frostgrave, c'était un très très bon jeu qui permettait en plus d'utiliser les figurines, par exemple de ma bande de Mordheim, et bah, j'avais juste à changer le chef qui est plutôt un sorcier à Frostgrave, donc du coup bah, je faisais changer le chevalier au sorcier pour passer à Frostgrave ou à Mordheim. Donc ouais, je connais les jeux de Joseph McCullough, mais pas suffisamment, et c'est très bien d'ailleurs, ce genre de jeu-là, c'est des trucs qui sont trouvables, alors parfois chez Osprey Game ou ce genre de jeu, c'est des règles avant tout, avec lesquelles vous pouvez utiliser n'importe quelle figurine, et donc les gens qui font le travail de Joseph, là, ils sont vraiment c'est des créateurs de jeux, quoi. Vous avez ce genre de truc chez Alcyon Studio, par exemple, avec Grégory qui va éditer ce genre de bouquins, les traduire en français, et donc vous avez des initiatives comme Mars Code Aurora ou ce genre de trucs. Il faut aller voir ce qui se fait à côté, hein. Il y a pas mal de petits jeux qui sont vraiment géniaux, et qui ont souvent des systèmes de règles qui sont infiniment mieux foutus que les gros du genre, pour ne pas citer le plus connu. Loïc, oula, il y a plein de questions là. Nanana. Ça c'est bon, j'avais fait. Si ce n'est pas indiscret, peux-tu nous dire où tu nous trouves? Je suis du côté du sud de la Touraine, mais je vous dirai pas précisément parce que j'ai pas envie. Donc voilà. Mais après, c'est pas secret non plus. Je pense que quand on a une société, généralement, c'est assez facile à trouver aujourd'hui. Mais voilà, si vous voulez me rencontrer à Tours, il n'y a pas de souci, on peut se retrouver au magasin Sortilège, où j'ai un lit qui est au fond de la salle. Alors, enfin du Seigneur des Anneaux est-il prévu un jour sur la chaîne? Bah ça j'ai déjà répondu là, donc pas vraiment. Et merci pour toutes tes vidéos. Bah merci à toi. Allez, on va pouvoir passer au côté peinture. Alors la peinture. Vous êtes beaucoup à m'avoir parlé de la peinture, à avoir posté des commentaires ciblés pour la peinture, sur une chaîne qui n'est pas vraiment une chaîne de peinture, mais c'est vrai que je peins un peu, alors quand je peins c'est pour moi, hein, je ne suis pas un service de peinture, je tiens à le rappeler parce qu'il y a toujours des gens qui se posent des questions, je suis exclusivement un service de conversion et de sculpture de figurines, et éventuellement de création de décors sur lesquels je vais intervenir en peinture sur la création de décors, mais pas sur vos armées. Sur vos armées, il y a plein de services de peinture qui existent à côté, et qui le feront mieux que moi. Moi, j'ai pas envie de m'embêter avec ça, je veux me concentrer sur mes petites pattes, voilà, de sculpture. Patrick, quelle peinture me conseillez-vous pour commencer en figurine? Eh ben, la peinture qui te plaît, Patrick. Non, je dirais de l'acrylique, parce que franchement, c'est beaucoup plus abordable d'un point de vue technique que l'huile. Par contre, ça permet pas de faire les mêmes choses, hein. Au bout d'un moment, il faudra essayer autre chose.
Mais c'est difficile de mêler huile et acrylique. Donc moi, même moi, j'y arrive pas. Enfin, je le fais pas. Donc du coup, je préférerais t'orienter vers l'acrylique de base. Après, j'ai pas de marque en particulier. Tu vois, même si je suis partenaire avec Prince Auguste ou Galerie, qui sont des bonnes marques de peinture, il y a bien d'autres peintures qui sont excessivement bien à côté, hein. On parle souvent de la Scale 75 ou de AK, de MIG. Je dirais, faut tester. Les meilleurs peintres que je connais, ils ont pas une gamme en particulier, ils ont des teintes qu'ils aiment bien en fait. Par exemple, tu peux pas prendre un noir chez Games Workshop, ils sont jamais noirs. Donc du coup, si tu veux faire un vrai noir sur une figurine, bah tu peux pas prendre un abaddon black, il est marron. Donc, ou parfois un peu bleuté, enfin ça dépend des références et des années où ils font leur mélange. Donc du coup, faut mieux tester les peintures, faut vraiment bah, y aller sur ta palette, les décomposer pour voir un petit peu ce qu'il est possible de faire avec, et puis te garder celle que tu préfères. Moi par exemple, mon plus beau noir, c'est un noir Prince Auguste, qui est vraiment un noir noir, qui est infiniment plus noir qu'un noir Games Workshop. Donc du coup, bah, faut tester, hein. Il y a plein de références à appréhender. Et puis après, il faut pas non plus se disperser trop à avoir plein de choses. Faut se contenter d'avoir, je sais pas, peut-être une dizaine, une quinzaine de pots, faire plutôt des mélanges que chercher à avoir, par exemple, ah mince, j'ai pas de violet, je vais aller acheter un pot de violet. Non, tu fais le mélange, comme ça, c'est ça qui t'apprend. Et puis voilà, faut tester ces trucs. Et quand tu as une gamme de peinture qui te correspond, bah tu restes comme ça. Tu gardes cette gamme de peinture et cette gamme de teintes, tu travailles avec. Parce que dès que tu vas changer de gamme, ça va pas être la même dilution, ça va pas être la même pigmentation, donc c'est compliqué. Il faut mieux maîtriser une gamme, même si c'est une gamme réputée pas terrible, hein, je sais pas, il y en a qui peignent depuis. Alors, les peintures game sont très bien, mais elles sont aussi très chères. Et il y en a certains qui vont te dire, ouais, elles sont pas terribles, il y a bien mieux ailleurs. Bah, sauf qu'en fait, c'est celles qu'on trouve le plus facilement possible. Et donc, du coup, parce qu'on va souvent dans les games pour acheter des figurines, et du coup, il y a les pots de peinture qui sont à côté. Moi, j'aime beaucoup peindre à la games. C'est peut-être pas la meilleure, c'est peut-être pas la moins chère, ça c'est sûr, mais j'ai l'habitude avec, donc je continue. Modèle Plamo Luxembourg. Comment est ton ressenti sur les couleurs Kaleido? Alors j'aime beaucoup, par contre elles sont encore satinées et j'attends qu'ils sortent leur gamme de mat, parce que moi je peins exclusivement en mat, j'aime pas du tout peindre en couleurs brillantes. Alors vous me direz c'est pas grave, on peut peindre avec de la brillant et puis derrière comment mettre un spray de mat. Mais pour l'instant, c'est une très bonne gamme. Le peu que j'ai testé, franchement, elle est vraiment super bien. Elle est surtout quand même faite pour l'aérographe. Elle est déjà presque diluée pour et tout ça, donc elle se met très bien comme ça. Et surtout, elle est super solide. Et ça, pour moi, c'est la gamme la plus solide que j'ai eu à tester. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez mise sur une surface même souple, vous pouvez y aller avec un coup d'ongle, et vraiment comme ça, là, vous entendez le son, ça rayera pas et ça enlèvera pas la truc. Et ça, je sais pas comment ils ont fait pour avoir un truc aussi solide. Donc non, elle est très bonne. Après, j'ose espérer qu'elle sera encore mieux quand les mats vont sortir. Gore bleu. Face à toutes les gammes de peinture, que ce soit speed paint, contrast standard et toutes les marques, comment tu arrives à t'y retrouver et faire tes choix? Bah voilà, j'en parlais justement un petit peu avec Patrick. J'arrive à faire mes choix parce que j'ai aussi mes habitudes. Et donc du coup, ça sert à rien de se disperser à vouloir tout le temps faire mieux et avoir autre chose et tout ça, parce qu'on va avoir tendance à plus suffisamment maîtriser. Donc je préfère maîtriser bien une gamme de peinture que je connais plutôt que de partir sur des nouveaux. Par exemple, j'ai été attiré pendant un moment par comment par la gamme. J'ai perdu le nom, mais c'est une gamme qui est hyper chargée en pigments. Et après, je me suis dit, bah non, ça va pas correspondre à mon style de peinture, je vais pas savoir la maîtriser. Donc, si c'est pour faire des dilutions, plus savoir qu'en faire, pour vraiment diluer le pigment, ça va pas être bien. Donc, du coup, c'est ça. Je pense qu'il faut pas trop se disperser. Après, tout est bon à prendre dans différents outils aussi, hein. Par exemple, bon, moi j'utilise les Deeping Ink qui sont les contrastes de chez Green Stuff World. Je les trouve très bien. Et j'utilise un tout petit peu les contrastes de chez Games Workshop, mais je me suis pas lancé sur les speed paint parce que bah, j'ai vu que c'était globalement la même chose. Alors peut-être que les teintes sont mieux là-bas ou qu'elles sont une dilution plus importante, mais comme j'ai déjà les trucs, bah, je vais pas acheter des trucs qui seront en plus. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix aujourd'hui. Et je pense qu'il faut se restreindre si on veut commencer à bien maîtriser ce qu'on a déjà. Lionel, une vraie question, que penses-tu de l'arrivée en boulet de canon de Galerie dans le hobby après les aéros, les compresseurs, la peinture? Alors je pense que c'est plus profond que ce qu'on pense, c'est-à-dire que c'est presque géopolitique cette question.
On a longtemps dit ouais c'est des chinoiseries, c'est des produits chinois et tout ça, sauf qu'aujourd'hui la Chine elle est tellement forte et elle a testé tellement de trucs avec les produits et c'est tellement devenu l'usine du monde qu'aujourd'hui ils peuvent proposer des produits vraiment qualitatifs et que bah, ils sont clairement en train de nous doubler là-dessus et de devenir peut-être un pays mondial vraiment très fort. C'est même une certitude. Et donc du coup ils arrivent avec des produits vraiment très bons. Il y a toujours les anciens qui vont dire ouais mais non c'est fabriqué en Chine donc c'est pas bon, bah si en fait faut le tester et c'est vraiment très bon. Moi j'ai même eu pour pas les, enfin je vais pas les citer mais j'ai d'autres partenaires qui font aussi des aérographes et j'en ai discuté avec un des commerciaux et il m'a dit bah écoute j'ai testé les produits Galéry la dernière fois en salon à Essen et c'est très très bon. Et du coup, il fait, nous, voilà, on arrive à arriver au même produit à peu près, même en dessous. Mais là, il n'y a rien à dire. Il fait, j'aurais été content de dire que c'était de la merde, mais c'est pas le cas. Donc, bah non, ils arrivent en force. Et ouais, en effet, je sais pas, j'aurais tendance à dire tant mieux parce qu'ils ont une telle force de production qu'ils vont réduire les prix. Et du coup, les autres marques, quand elles vont se rendre compte qu'elles n'arrivent pas à faire mieux, bah, elles vont peut-être se dire, oula, si on veut continuer à vendre, il faut qu'on fasse moins cher. Donc, quand on paye des marques qu'on pignon sur rue depuis des années, mais qu'on paye finalement plus une marque qu'un produit, moi je trouve que des nouveaux arrivés comme ça qui cassent un petit peu les prix, bah, c'est toujours mieux pour nous. Alors je dirais pas ça si j'étais dans le business des aérographes peut-être, mais, mais enfin en tout cas, moi je trouve ça bien, ils ont des beaux produits. L'Orkhammer. Alors attends. Lors de tes débuts en peinture, est-ce que tu avais un style bien défini vers lequel tu voulais aller ou au contraire tu essayais plein de choses différentes? Alors honnêtement, au début tu peux pas avoir de style, c'est pas possible. Tu peux essayer de tendre vers un style, tu peux essayer de copier un style, mais un style personnel, pour moi, tu peux pas l'avoir au début. Tu vas le développer avec ta culture artistique et ta technique et ton expérience. Et aujourd'hui, tu vas pouvoir trouver des peintres sur le net que tu vas immédiatement reconnaître à leur style, à leur patte. Mais ça sera jamais le cas d'un débutant, ou alors c'est un débutant surdoué, j'en sais pas. Donc non, j'ai jamais eu de style que je voulais, sur lequel je voulais aller. J'essayais de faire un peu ce que j'aimais. J'essayais plutôt d'avoir une figurine qui me satisfait visuellement. Quand j'ai fini de la peindre, je me dis, ok, là elle est cool, et je peux la poser sans honte sur une table de bataille, et elle fait bien. Après, évidemment, fallait peut-être pas aller de près et tout ça, mais c'était plus ça auquel je tendais. J'essayais pas d'être hyper. Aujourd'hui, j'essaie de changer un peu et puis de tester des nouvelles choses, mais je suis très très loin d'être un grand peintre, hein, ça c'est sûr. Guilhem, petite question spéciale débutant aérographe, as-tu des conseils à donner pour la dilution de la peinture? Ça a toujours tendance à être trop liquide ou trop pâteux. Alors attention à la dilution et attention au mélange de gamme. C'est souvent ça le problème. Si vous mélangez différents trucs dans votre aérographe, tout n'est pas forcément compatible. Ça peut être ça le problème. Parce que après, sinon, dilution, en aérographe, la base c'est de tendre vers une sorte de lait, tu vois. Il faut que tu aies la liquidité, la texture du lait, donc une eau fortement chargée en pigments finalement. Si c'est au-dessus, ça va avoir tendance à boucher souvent, tu vois. Et puis si c'est en dessous, ça va avoir tendance à faire juste un spray, puis un lavis qui va dégouliner sur la peinture. Il n'y a pas de recette secrète, il faut s'entraîner avec son matériel et sa peinture, et puis bah, il faut faire des lignes. Tu as ta feuille blanche, et puis tu essaies de ne pas faire d'araignée, tu fais des aiguilles, des traits droits, des carrés, tu essaies de remplir les carrés, tu t'entraînes là-dessus, et puis tu peux toujours avoir ta feuille quand tu peins ta figurine, c'est pareil, il faut avoir la feuille à côté, c'est-à-dire que tu as ton mélange, bah, tu testes, plutôt que de tester sur la figurine et puis tout éclater, hop, tu fais ton petit spray sur ta feuille, tu vois que ça va, et hop, tu passes sur ta figurine. Donc voilà, c'est comme ça que tu testeras la dilution. Ben, ma question serait de savoir quel mini compresseur de chez Galerie tu conseillerais comme préférence. Bah, le dernier, là, celui que j'ai testé avec l'écran digital. Celui d'avant, il est très bien aussi. Celui d'avant, il a l'avantage d'être en pack avec un aérographe et un câble directement à l'intérieur, donc ça peut être bien. Mais l'autre est quand même plus performant, donc voilà. Après, de là à dire que je conseille un mini compresseur,
Prenez pas ça pour argent comptant, parce que je vous conseillerais jamais d'acheter un mini compresseur, ça reste des trucs vraiment d'appoint qui vont tout le temps se lancer, comme je le dis dans la vidéo, qui sont à terme un peu, voilà, déjà chiants pour le bruit, mais en plus qui n'ont pas vraiment une puissance satisfaisante. Donc, je vous conseillerais jamais d'acheter un mini compresseur. Achetez un mini compresseur, mais à cuve, ouais, un petit truc comme ça, là, un cuve comme j'ai. Là, oui. Chris, comment tu fais pour garder tes pinceaux toujours avec une belle pointe? Au bout de 2 ou 3 fois, les miens sont style brossés que pinceau. Bah ouais, les miens aussi, hein. Bah, j'arrive pas, hein. Et puis j'arrive à peindre avec un tromblon aussi, ça c'est une autre technique. Non, mais personne n'arrive à garder tes pinceaux toujours avec une belle pointe. Soit les peintres te mentent, soit ils ont pris un nouveau pinceau, ou les deux. Non, bah voilà, il y a un petit coup de savon, un entretien avec un peu d'huile ou ce genre de choses, mais les pinceaux, ça reste du consommable. Et moi, le premier, des fois, je viens de m'acheter un pinceau hyper cool, que je me dis celui-là, je vais en prendre soin et tout ça. Je commence à peindre la figue avec, et puis au bout de 5 minutes, je commence à faire un brossage avec le même pinceau, en ayant oublié de changer de pinceau, en ayant oublié que à côté j'avais sorti mon pinceau de brossage dégueulasse. Et là, je fais, ah bah trop tard, il est explosé. Mais voilà, ça arrive à tout le monde. Michael, quels sont pour toi les pièges quand on débute en peinture de figurines? Eh ben, il faut pas vouloir aller trop vite, et les pièges, c'est de vouloir trop avoir de produits, tu vois, genre, on va toujours parler de la palette humide. Il y a des gens qui te diront, ah, tu peux rien faire si tu prends pas une palette humide. Non, non, c'est pas vrai. Pour peindre une figurine, tu as besoin d'un pot de peinture et d'un pinceau, point. Et éventuellement d'un sopalin à côté pour si jamais tu renverses ton pot de pinceau, ton pot de peinture. Mais c'est tout. Moi, j'ai commencé et j'ai peint énormément de figurines de jeux sans avoir de palette humide et de faire des dilutions à tout va et tout ça. Alors ouais, je voulais pas présenter mes figurines en concours, mais j'ai fait énormément de prix d'armée en tournoi en n'ayant pas du tout la moindre palette humide. Donc faut éviter de suivre trop les conseils des gens qui vont vous dire d'acheter du matos du genre il vous faut un aérographe. Non, il vous faut pas d'aérographe pour peindre des figurines, c'est complètement accessoire, la palette humide aussi. C'est des outils qui sont cool à avoir en plus, mais vous pouvez très bien commencer sans ça. Et du coup, le piège en peinture de figurines au début, juste d'un point de vue, sans parler du matos, on était quand même dans la section matos, c'est pour ça que j'en parlais, et bah, c'est de pas vouloir faire le truc le plus parfait possible. Si vous voulez faire d'une figurine de jeu, bah, si elle est posable sur la table de façon correctement présentable et que vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, bah, allez pas plus loin. C'est pourquoi vouloir toujours tendre vers la peinture que vous avez vue sur internet. Faut pas se décourager en fait, c'est tout. Et puis faut peindre ce que vous avez envie. Et on finira avec la section YouTube. YouTube, c'est la section, on va dire, projet, ou toutes les questions qui parlent un petit peu autour de la chaîne. Et on va commencer avec Monsieur Lord, qui est depuis longue date un soutien de la chaîne. Merci Lord. GG pour TWK et pour la figurine d'Octo, merci, merci. Question, penses-tu refaire des vidéos visites d'atelier? Ah ouais, ça j'en ai eu 2-3 des questions comme ça. Alors oui, j'adorerais venir chez toi Lord, et j'adorerais continuer les vidéos d'atelier. Le truc c'est que c'est difficile de trouver des gens et c'est difficile de se déplacer. Comme j'avais dit dans une précédente vidéo, j'essaie de trouver déjà des gens autour de moi qui sont capables d'accueillir ce genre de vidéos. C'est pas tout le temps évident parce que en fait, bah, je dis aux gens, je vais venir, on va dire, 1 ou 2 heures chez vous pour filmer. Et même si je leur dis, vous inquiétez pas, je filme pas chez vous, je filme votre bureau, je filme pas votre entrée, on saura pas où c'est toujours un peu rentrer dans l'intimité des gens quand même, et donc je pense que c'est ça qui freine un peu. Donc merci à ceux qui se sont prêtés à l'exercice, j'espère pouvoir continuer, mais forcément c'est compliqué de trouver des gens autour de soi, et puis après, s'il y en a qui m'ont proposé d'aller plus loin, bah oui c'est cool, mais sauf que comme la chaîne ne me rapporte pas grand-chose, bah, je peux pas non plus prévoir un déplacement uniquement pour ça. Donc j'espère pouvoir en refaire, mais pour l'instant je suis pas sûr. Et j'ai même encore la question d'André Alex là, qui me dit penses-tu développer le concept découverte d'atelier? Bah oui, j'aimerais bien continuer à faire ça, je kiffais, mais voilà, pour l'instant j'en ai pas en stock. Catharidon, dans le même thème que le changement d'atelier, est-ce que tu comptes reprendre ta série de visites d'atelier? Bon bah voilà, je viens de le dire, oui, je veux bien, oui, mais il faudrait que les gens ils disent oui, tu vois. Bon bref, dès que je peux, je reprends. Monsieur Juste Quentin, est-ce que tu vas reprendre tes Ursus Warrior? Alors oui, ouais, c'est prévu. Déjà mince.
J'ai perdu le nom. Des kata machin là. Enfin les grosses armures. Je m'en suis pris. Alors oui d'accord c'est à 30K mais je m'en fous, je joue ce que je veux parce que je joue pas à 40K. Donc du coup j'ai envie d'en mettre dans mon armée. Donc j'ai des grosses armures à faire. Donc je vais faire peut-être le maître de chapitre avec. Et puis j'ai quelques véhicules, j'ai aussi des motos et j'ai une unité à faire de Marines d'assaut. Donc oui ça va reprendre mais faut vraiment que je m'y mette. Et puis ça pourra être vraiment refait quand j'aurai commencé à vraiment réaménager l'atelier, ce qui pour l'instant n'est pas encore fait. Buxo Vaudou, les orques sont au programme de la V11 de 40K, verrons-nous des conversions sculptes ou autres sur ta chaîne? Alors franchement ouais ça me dirait bien, mais si c'est des commandes, parce que je vais pas me lancer dans une armée d'orques, ça m'a toujours un peu titillé, mais j'ai toujours aussi le côté un peu trop facile de la conversion d'orques qui dit que je me suis jamais lancé. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'en ai moins en conversion et en commande, je pense, parce que bah, comme c'est facile de convertir de l'orc, il y en a très peu qui me le demandent. Mais j'espère que peut-être je pourrai en avoir, ouais. Franck, as-tu fini ton armée de Space Marine de thème amérindien? Bon, bah, je viens d'en parler, mais non, non, elle n'est pas finie. Mais elle a vocation à être finie, par contre. Je veux pas faire une armée sans fin, avec 4000, 5000, 6000 points. Je veux faire, voilà, je veux avoir un 1500, 2000 points jouables. Je pense que j'approche doucement de ça. Et après, ça sera terminé. Peut-être un petit plateau de présentation et c'est tout. Wisfunk, as-tu déjà fait ou eu envie de faire une figurine pour les copains d'Alcyon Studio? Eh ben figure-toi que c'est déjà fait, mais en plus j'en ai même pas fait exprès. Il y a le golem de livre qui est disponible à l'intérieur d'un des bouquins d'Alcyon Studio. Mais après, si jamais ils veulent travailler avec moi, je suis ouvert à tout, il y a pas de problème. Et oui, en effet, j'aimerais bien refaire des figurines qui peuvent sortir dans un bouquin, parce que c'est toujours cool d'avoir le profil de sa figurine, avec les règles et tout ça, je trouve ça super cool. D'ailleurs, merci à Grégory d'avoir intégré le golem à l'intérieur du bouquin, c'était super cool. Carnassier, quels sont tes futurs projets sculpture armée dans divers univers ou autres? Et bah, Trench Crusade. Trench Crusade, clairement, ça sera dans les futurs projets. Je vais continuer un peu du Conquest, et puis bah, faire une table Trench Crusade, mes armées, et puis éventuellement une table à thème Zerg Tyrannide. Donc déjà, ça fait quand même pas mal de projets. Et les Ursus Warriors, oui, oui, j'y pense. Adelius, as-tu des idées pour étoffer ta gamme de figurines, créatures mythologiques comme ton superbe Minotaur? Minotaur qui est d'ailleurs disponible sur la boutique, n'hésitez pas à aller le choper tant qu'il y en a encore, parce que toutes mes figurines sont en édition limitée, je ne peux pas produire autant d'exemplaires que je voudrais, et je ne veux pas d'ailleurs. Comme ça attise un petit peu le côté rareté. Du coup, bah, tant qu'il y en a, n'hésitez pas à sauter dessus, parce que sinon ça fait encore des trucs, la dernière fois, il y a des gens qui sont venus au salon en disant « Ah, t'as pu ça ?» Putain, j'aurais dû le choper la dernière fois. Je dis, mais oui, oui, t'aurais dû le choper la dernière fois, parce qu'il faut pas attendre. Parce que des fois, il y en a plus, et il y en a pas pour tout le monde. Pour étoffer ma gamme de figurines, ouais, j'ai des projets en cours. Bah, déjà, je vous en ai parlé, il y aura la mascotte qui va sortir. Et je vais certainement produire aussi 2 autres figurines qui sont déjà sculptées. Donc j'ai une sorte de Tyranneuil pour Donjons et Dragons, là, qui sera très bien là-dessus, dont j'ai fait le design un petit peu à moi. Donc du coup, je pense à la produire. Et puis ma version de Mulgoth, j'ai fait Mulgoth, The Watcher. Il y a Mulgoth the Clever dans la version Nurgle, et moi j'ai fait Mulgoth the Watcher dans la version Tsench. Et je pense que je vais produire celle-là parce que bah, c'est une sculpture intégrale, donc du coup j'ai le droit. Une sorte de guerrier du chaos, mais dans mon style. Donc clairement, il va y avoir des projets, ça vous inquiétez pas. J'aimerais bien faire un gros ogre aussi. Enfin, j'en ai déjà fait un, mais j'aimerais bien faire une sorte de demi-géant ou un truc comme ça. Crane Painting, perso, je suis bien happé par Trench Crusade comme toi, mais j'attends la version française. Bah, ça tombe bien, elle est déjà sortie, mon petit Crane. Il faut te mettre à jour. Ça y est, le site de Trench Crusade France est sorti, et moi j'ai pu dégoter le bouquin directement à Octogone, que j'ai payé, contrairement à beaucoup de créateurs qui sont là. Et moi je veux du Trench Crusade, vas-y, tu m'en files. Moi j'ai participé au Kickstarter, j'ai une bande que j'ai payée et j'ai des livres que j'ai payés les deux en VO et en VF. Je suis pas gratté comme un rat dans les projets comme ça. Et donc du coup, ouais, je suis super hypé par cet univers bien dark et crade en effet, et je suis en train de lire le bouquin de l'or. C'est un excellent bouquin, il était déjà super en VO. Là en plus on fait des corrections en VF. Du coup c'est top, et j'ai une superbe dédicace de Loïc Musier à l'intérieur que je compte bien étoffer avec le reste de l'équipe dès que je vais pouvoir les croiser. Donc ouais, à fond, carrément.
Et on finira avec Signarius, vive Mar et vive les 8K, merci, je participe, aura-t-on la chance de voir naître un nouveau buste by Mar? Très bonne question, très bonne question. Alors il faut savoir que j'ai 3 gros bustes, dont un que je sors pas trop parce qu'il était dans un tirage qui était pas terrible, donc du coup j'aime pas les vendre parce qu'ils sont bullés, on va dire. Mais j'avais un buste de techno orang-outan qui se basait sur les techno-outans de 40K là. Mon buste de nain et mon buste de gobelin, et donc du coup on va en enlever un, donc c'est le techno-outan, je le compte pas trop dedans. Et j'aime bien faire des trios, et donc du coup je pense que oui, en effet, il y aura certainement un 3e buste dans cette gamme-là, et il y aura aussi dans la gamme des bustes moyens, c'est-à-dire que j'ai un commissaire de la garde impériale, et puis un lieutenant du chaos, et bah je vais certainement en faire un 3e qui sera sûrement féminin autour du Mechanicum, donc il y aura de nouveau des bustes, en effet. Et bien on est arrivé à la fin de cette sélection de questions, je remercie bien tout le monde. Alors si vous n'êtes pas passé dans les questions, c'est que votre question correspondait plus ou moins à une de celles qui sont passées. Il y avait déjà des doublons à l'intérieur de ma sélection. Donc merci à tous ceux qui ont participé, c'est super cool. On va pouvoir maintenant faire le tirage au sort en direct. Hop là, je passe sur l'écran. Alors voilà, on est arrivé sur Command Picker. Du coup, je vous mets... Alors attendez, il faut que je vous mette l'écran. Voilà, on est dessus. Alors pour rappel, donc j'ai le lien de la vidéo. J'ai mis donc le point d'interrogation. Donc il fallait évidemment poser une question pour pouvoir être tiré au sort. Et puis, nombre de winners 1, j'en relancerai pour évidemment avoir plusieurs fois le truc. Si les noms ressortent plusieurs fois, parce qu'on va avoir le même nombre de commentaires, je relancerai. Par contre, petite précision nécessaire, donc on a eu 92 commentaires sélectionnés. Il va de soi que c'est un jeu franco-français. Si jamais vous êtes sur un pays qui est extérieur à la France, il faudra participer aux frais de port, parce que mon public étant français, le jeu est réservé à mes followers directs. Allez, on va commencer ça. Tac. Hop là, j'ai fait plutôt avec des noms, et donc nous sommes sur Pierre Le Cestre. Allez, je note. Pierre, tu seras donc le premier tiré. Félicitations à toi. C'est parti, c'est noté. Alors, il va de soi que je vais contacter à l'avance les winners qui auront un petit process à faire pour prouver que c'est eux. Donc il faudra surveiller à la fois vos notifications YouTube et puis ensuite vos mails. On va tirer le second. Innsmouth. Et hop là. Donc Innsmouth qui avait posé une question en commentaire, hop là c'est parti, Innsmouth, le 3e, tac, 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 Vincent Marneus, qui avait été tiré dans les questions du jour, qui arrive en 3e position, félicitations à toi, hop là, le 4e maintenant. Donc félicitations à tous les... On va en tirer 8, hein. Donc voilà, Gore Bleu. Gore Bleu en 4e position, donc après vous serez tiré au sort, enfin vous serez contacté par ordre de tirage au sort, et puis le premier choisira son lot, et puis ensuite les deuxièmes choisiront ce qui restera, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour ceux qui veulent voir les lots, ils sont évidemment disponibles dans la vidéo annonce des 8K. On arrive pour le 5e avec Michael Vicinati. C'est parti, c'est noté, Michael Vicinati, 58-51. Félicitations à toi. Qu'est-ce que va avoir comme tirage au sort pour le 6e? Vous voyez vos noms passer. Paf, Big Bay. Allez, arrose base, tac tac, Big Bay. Jusque-là, on n'a pas de doublon, c'est parfait. On va tirer maintenant le 7e. Félicitations à tous ceux qui ont déjà été tirés. La roue, évidemment, ne correspond pas à tous les tirés au sort. Félicitations, Laurent, qui avait été aussi dans ceux auxquels j'ai répondu aux questions.
Félicitations à toi. Et le 8e et dernier tiré au sort, paf, Storm Rider, un pseudo que je connais bien parce qu'il fait partie des tout premiers à avoir soutenu la chaîne. Je me souviens bien de ce nom. Bravo à toi, Storm Rider, c'est parti. Et ben merci à tous, merci beaucoup. Je vous remets cette vue-là pour vous faire la conclusion de la vidéo. Je contacte évidemment sous peu les tirés au sort. Quand la vidéo sortira, vous aurez normalement déjà eu votre contact ou votre petite notification. On se retrouve ensuite par mail pour que vous puissiez choisir les lots, et puis moi je vous les envoie dans la foulée. Merci à tous ceux qui ont participé à cette vidéo, c'est super cool d'avoir pu répondre à une grosse vague comme ça. Et puis maintenant, en route pour les 9K en effet. C'est déjà un petit peu en chemin, hein. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, donc ici sur la chaîne YouTube, mais également sur ma chaîne Twitch, mon fil Instagram, le forum, enfin le groupe Facebook sur lequel vous pouvez poster vos figurines et avoir un retour de ma part en termes de conversion, de sculpture ou même de peinture parfois. Et puis si vous voulez aider plus précisément la chaîne, n'oubliez pas que j'ai un lien My Hobby Place ou éventuellement en direct un Tipeee. Et puis commandez-moi des figurines, hein, c'est tout simple, pour aider le projet le plus facilement possible. C'est si vous avez une idée, moi je peux la réaliser pour vous, donc n'hésitez pas à me contacter via mail pour que je puisse réaliser votre commande, que ce soit en conversion, en montage lourd, en sculpture, en projet de décor, en table de jeu complète, etc. Merci à tous, à bientôt et bon modélisme.